Bonsoir, bienvenue au Cercle Aristote. L'invité du cercle ce soir est Nicolas Vidal, fondateur de Putsch Média. Bonsoir Nicolas Vidal. Tous et bonsoir à vous. Alors Nicolas Vidal, vous êtes le fondateur de Putsch Média, qui est un média payant en ligne qui compte aujourd'hui 121 000 abonnés. C'est pas mal du tout. Sur YouTube, sur la chaîne YouTube, tout à fait. Ouais. Sur la chaîne YouTube, oui. Nicolas Vidal, vous êtes né à Nîmes en 1980, je ne me trompe pas? Vous avez très bonnes informations. Vous avez fait des études de philosophie et d'histoire et vous avez créé votre propre maison d'édition à 20 ans à Montpellier. Exactement. Oui, tout à fait. C'est lors d'un séjour aux États-Unis que vous avez l'idée de créer un média en ligne qui s'est appelé au début BSC News, c'est ça? Alors qu'est-ce que ça veut dire BSC, cet acronyme? Ça ne veut absolument rien dire. N'allez pas chercher les explications, ça ne veut absolument rien dire. C'était mon imprégnation américaine à l'époque, mais imprégnation américaine littéraire, je le précise, avant de me traiter d'atlantiste. Voilà, mais ça ne veut rien dire. Voilà. D'accord, donc BSC News, en tout cas, ça date un petit peu aujourd'hui. C'était un web magazine culturel créé vers 2007, c'est ça? 2007-2008? Oui, c'était novembre 2007, pour être précis, le 15 novembre, même si vous voulez la précision absolue. Voilà, 2007. Et j'ai lu que c'était un des premiers magazines web de France. Le premier. 1 500 000 lecteurs cumulés en 10 ans. Ouais. Donc voilà, donc ça c'est le point de départ. Et puis visiblement vous êtes politisé peut-être de magazine culturel. Donc on est arrivé à Putsch Média qui est un magazine quand même beaucoup plus politisé, enfin politique en tout cas. Pour vous, il s'agit de répondre à un manque criant de pluralisme médiatique. Donc vous allez nous parler de Putsch Média en détail. Moi, ce que j'avais envie de vous demander avant de passer aux questions d'actualité et bien sûr à Putsch Média. Alors, vous êtes aussi, j'ai aussi omis de vous dire que vous étiez éditorialiste, donc régulièrement sur Figaro Vox, Sud Radio, chez Clémence Oudiakova. Oui. Chez Beurre FM aussi, sur les questions de foot, toujours? Exactement, oui, sur la géopolitique du football et sur les corruptions massives dans le football, ouais. Ah d'accord, sur le foot géopolitique, d'accord. Exactement, ouais. Très bien. Et sur Radio VM au Québec, sur les questions françaises et européennes? Oui, je l'ai été. C'est moins le cas aujourd'hui, c'est comme le Figaro, ça fait un moment que je n'ai pas écrit dans le Vox et je suis de radio. Bon, je ne vais plus trop parce que j'avais d'autres engagements et voilà, il y a beaucoup de boulot et Putsch me prend beaucoup de temps, surtout. Voilà. D'accord. Alors, vous allez nous raconter l'histoire de Putsch en détail. Moi, ce que j'aurais aimé que vous nous racontiez un peu, c'est comment vous en êtes arrivé là, quelle est un peu votre histoire et qu'est-ce qui a été surtout aussi le moteur, je dirais, de votre prise de conscience politique. Est-ce qu'il y a eu un choc, il y a eu un événement fondateur ou est-ce que c'est progressif? Enfin voilà, donc je vous laisse un peu nous raconter votre histoire. Ouais, ben, je vais faire vite là-dessus, mais pour camper un peu le personnage qui vaut ce qu'il vaut. Concrètement, oui, j'ai monté BSC News, c'est un média indépendant. Forcément, je l'ai monté tout seul, j'ai tout appris sur le tas. C'était fin 2007. À l'époque de 2007, les amis, il y avait la Startup Nation, ça n'existait pas. Voilà, il n'y avait pas la BPI, il n'y avait pas tous ces organismes publics qui arrosent de subventions les nouvelles startups dans le web. Et ici, très sincèrement, c'était un peu, à Montpellier notamment, c'était un peu le désert de Gobi en termes d'innovation et de web média. Donc, j'ai monté ce média que, vous l'avez dit, c'était le premier magazine culturel. D'ailleurs, à cette époque-là, Le Monde s'était fendu d'une demi-page sur moi, tout à fait agréable à lire, hein, je vous le cache pas. C'est moins vrai depuis un certain temps, mais dans la forme, c'était un web magazine. Il y avait des sites internet, il y avait Mediapart, il y avait Rue 89 à l'époque qui était déjà là, bien sûr, mais un web magazine, ça n'existait pas. Donc, ça a été le premier. L'idée aussi a fait un truc, France Inter. Enfin, j'ai eu une promo de presse assez importante. Et après, dans le fond, finalement, ça c'est pas très éloigné de Putsch. Pourquoi? Parce que moi, j'ai fait des études de philo qui ont été extrêmement brillantes. Hein. J'ai fait 6 mois de philo et j'étais défaillant à tous les partiels. Donc, autant vous dire que ça a été vite réglé l'histoire de la fac. Et je préférais monter ma boîte. Et surtout, j'avais un esprit un peu impétueux et très rebelle. Et je voulais simplement, en fait, en créant ce magazine culturel qui traitait de littérature, qui traitait de spectacle, de théâtre, je voulais absolument inviter les gens qu'on ne voyait pas dans les médias.
Et parce que j'ai de suite, on m'a biberonné à France Inter. Bon, depuis, ça a bien changé. Et je me souviens qu'on avait, on avait tous ces artistes, c'est toujours le cas d'ailleurs, hein, les artistes qui sortaient un film, un livre, je ne sais quoi, une pièce de théâtre, ils faisaient tous les médias. Et donc, ça commençait sérieusement à me gonfler. Et je me suis dit, il doit bien y avoir dans ce pays des artistes de toutes sortes qui sont intéressants, qui ont des trucs à dire, des trucs à apporter, et dont personne ne parle jamais parce que malheureusement, ils sont pas célèbres, ils sont pas du Gotha parisien, ce que j'appelle le clapier sordide et humide. Et donc, j'ai cherché comme ça avec mes petites mains devant mon petit ordinateur MacBook noir, dans mon 19 mètres carrés à Montpellier. J'ai tout appris sur le tas. J'ai appris à faire des interviews. J'ai fouillé pour récupérer des numéros de gens, pour appeler, pour faire des mises en page, pour monter un site internet. Donc, en fait, l'idée, elle était vraiment déjà de faire un pas de côté dans la culture et d'essayer de trouver des gens qui sortaient un peu de l'ordinaire. Et en fait, ça a rapidement marché puisque à l'époque, pour ceux qui connaissent, il y avait MySpace en 2007. MySpace, c'était vraiment l'antiquité de Facebook parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Facebook. Facebook arrivait à peine. Et les gens, en fait, en publiant des posts à l'époque ou des posts, ils se sont intéressés à ce que je faisais. Et puis, je leur ai extorqué, bon, gentiment, des adresses email. C'est-à-dire qu'ils m'ont laissé leur adresse email j'ai commencé à faire un envoyeur de newsletter. Et cette newsletter avait le contenu qui se voulait un peu discordant. Et ben, elle a pas mal tourné. Donc, en fait, les gens se sont abonnés par bouche à oreille, abonnés gratuitement parce que cette époque-là, la monétisation, très sincèrement, je savais pas ce que c'était. Et ça s'est fait comme ça. Et donc, ça a duré 10 ans. Et puis, je suis monté en gamme sur des invités. Moi, j'étais plutôt spécialisé dans le jazz, c'est vrai, mais beaucoup en littérature et dans le jazz. Donc, j'ai essayé de toucher des auteurs français dans un premier temps et ensuite de plus internationaux. Donc, j'ai eu de très, très belles interviews, des choses qui ont très, très bien marché. Mais c'était pas mal du tout. Mais je me suis retrouvé confronté à un mundio local montpelliérain qui n'arrivait pas à accepter le fait que moi-même, tout seul, j'ai monté depuis un petit appartement un média qui commençait à toucher les 100 000, 200 000 abonnés newsletter gratuits, il faut le préciser. Et alors que eux, biberonnés pour certaines subventions, avaient toujours une espèce de caste, une petite caste de lecteurs qui disaient essentiellement la nécrologie et les résultats du football local et de la petite politique locale. Donc j'ai été pris en grippe par ces gens-là. Parce que pour eux, j'étais ni national ni local et ils n'arrivaient pas à comprendre qu'on puisse faire un média sur Internet. Voilà. Et ensuite, l'histoire s'est bien passée pour moi. J'ai continué à beaucoup bosser, bien entendu, là-dessus. Et le média s'est développé. Après, j'ai commencé à faire une espèce de monétisation hybride. Donc, il y avait aussi cette réflexion-là qu'il fallait poser. Comment, à un moment donné, on monétise un site? Comment on monétise du contenu? Donc, ce sont des réflexions que j'ai portées. Je rappelle, et j'en informe tous nos téléspectateurs, je n'ai pas fait d'école ni de journalisme, ni de web graphisme, ni de PAO. J'ai tout appris sur le temps, en fait. Vraiment, j'ai tout appris. Le design, le référencement. Donc, c'était vraiment extrêmement intéressant. J'ai eu des nuits de doute, mais franchement, maintenant, 15 ans, 16 ans après, c'était une bonne expérience. Mais c'est surtout ce rapport au journalisme indépendant dès le début. C'est pour ça que ça s'écarte pas tellement de poutre de ce que je fais aujourd'hui. Et c'est la volonté d'être indépendant, totalement indépendant dans mes choix éditoriaux, dans mes sujets, dans la façon d'aborder le site, dans la façon du design du site. Ça peut paraître bête, mais c'est vraiment une chose importante. Et puis après, comment trouver une communauté, comment trouver des lecteurs, parce que vous pouvez faire le média meilleur du monde, le meilleur média du monde, pardon. Si personne vous lit, eh bien concrètement, ça va être compliqué. Voilà, ça c'est vraiment pour camper, grosso modo, le sujet. Après, qu'est-ce qui m'a balancé finalement dans la politique? Moi, j'ai été imprégné par mon papa de politique, beaucoup de lectures, beaucoup de réflexions, beaucoup de choses comme ça. Mon père est prof d'histoire et il m'a beaucoup imprégné. Il m'a plongé la tête avec beaucoup de douceur dans ce bain culturel. Et c'est vrai que très rapidement, l'association de mon caractère tempétueux, volcanique presque, et cette boulimie de vouloir apprendre en permanence, de vouloir comprendre ce qui se passe. Quand je suis arrivé à Paris en 2017, j'avais cette idée en tête de changer, de faire de ce média BSI News culturel, vraiment d'en faire quelque chose de beaucoup plus politique. Alors, je ne serais pas trop sur politiser, mais plutôt, vous l'avez dit, politique, où je voulais aborder des sujets qui étaient beaucoup plus intéressants et surtout dupliquer ce que j'avais fait avec BSI News dans on va dire, le champ social, la société en elle-même. Et donc, je suis allé chercher, j'ai appliqué la même recette. Je suis allé chercher des gens, avec 10 ans de plus, hein, forcément. Je suis allé chercher des gens qui passaient pas du tout dans les médias, que moi je lisais aussi, que ce soit des hommes politiques, que ce soit des écrivains, que ce soit toute une série de personnalités qui étaient blacklistées des médias. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer de leur donner la parole dans Putsch.
Et putsch, ça sera cette idée-là, ça sera l'idée même de secouer l'arbre culturel, politique établi, c'est-à-dire rentrer un peu dans les plumes, y aller à coups de Rangers et voir un peu ce qui pouvait en sortir. Donc, ce qui était rigolo là, au début de la création de Putsch, c'est que je recevais encore des gens, peut-être pas mainstream pour moi, mais qui n'étaient pas blacklistés. Et j'ai eu une énorme revue de presse. C'est-à-dire que si vous tapez Putsch Nicolas Vidal sur Google, vous allez voir France Info. J'ai fait l'invité média de France Info, j'ai fait France Inter, j'ai fait France Culture, TV5 Monde. Enfin, j'ai eu vraiment tous les mainstream sont venus me voir parce que c'était intéressant, parce que parce que le design leur plaisait. Et puis rapidement, quand ils ont commencé à voir la querelle d'invités que je recevais, de suite, j'ai été moins appelé. Ça ne m'empêche pas de dormir la nuit, ça me perturbe pas du tout. Mais voilà. Donc, Putsch, il est né comme ça. Et cette volonté, à un moment donné, de me dire, dans ce pays, il y avait cette idée qui commençait vraiment à me gonfler. C'est cette espèce il y a eu la bien-pensance. Moi, quand j'ai créé Putsch, encore 2018, avec 2017, 2018, il y avait encore ce qu'on appelait la bien-pensance. Et puis après, rapidement, avec les Gilets jaunes, il y a eu vraiment la police de la pensée. Voilà, ça s'est vraiment imprégné en moi. Je me suis dit, il y a une véritable police de la pensée. Je n'étais pas le seul dans les médias à le penser, notamment, et tous ceux-là ont créé leurs médias ou ont arrêté les journalistes, pour le coup. Et cette police de la pensée, je voulais vraiment, pas la défier, mais du moins créer un espace de liberté, un média totalement indépendant qui permettrait aussi d'avoir des voix. Je me souviens être allé sur France Info et la seule question qu'on m'a posée pour le coup, c'était pourquoi vous avez reçu le Roberton, par exemple, alors que j'avais reçu toute une série d'écrivains extrêmement propuleux. Et je me souviens des questions rapidement qui sont tournées sur certains invités que je recevais parce qu'ils étaient blacklistés, parce qu'il fallait pas les recevoir, parce que c'était toujours de faire le jeu de qui on sait. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et moi, vu que je suis un garçon véritablement enragé, pour certains de mes amis volcaniques, je voulais continuer dans cette voie et ça a plutôt pas mal marché parce que après, il faut bien se dire que le but n'est pas que d'inviter des gens discordants. Le but, c'est aussi proposer du fond. Parce que si vous ne proposez pas de fond à des gens qui veulent se réinformer ou s'informer autrement, ils vont vite arrêter de venir sur votre site. Donc le but aussi, c'est de mon éducation, de cette immersion dans ce bain culturel et politique dans lequel j'ai été très jeune. On m'a toujours appris à énormément travailler, toujours appris à beaucoup travailler pour mieux comprendre ce qui se passait. Et quand on est journaliste, c'est mieux comprendre ce qui se passe, surtout pour du moins rendre intelligibles des sujets qui sont complexes. Voilà, et ça c'est ma bannière à moi. Et Putsch, c'est exactement ça. Et avec le temps, ça a pris de l'ampleur. Les gens se sont abonnés. Il y a eu la chaîne YouTube, vous en avez parlé. Il y a eu tous les canaux, les réseaux. Et puis après, les propositions d'éditorialistes que j'ai eues à droite à gauche. Voilà, les participations que j'ai eues dans les médias. Aujourd'hui, j'ai été sur RT, j'ai été sur Getter. Maintenant, je suis sur Ligne Droite. Je suis un peu au Canada. Parce que effectivement, on se rend compte qu'il y a quand même des médias très indépendants qui cherchent encore à avoir des voix discordantes. On est quelques-uns en France à le faire, on n'est pas beaucoup. Il faut savoir que on en prend vraiment plein la gueule. Je suis désolé de la trivialité, mais c'est la réalité. Mais quand on est convaincu, qu'on a des convictions, qu'on est sûr que moi je suis convaincu que la situation, convaincu, on le sait, la situation est suffisamment grave. Je crois qu'à un moment donné, notre boulot aussi, et on va en parler dans cette émission probablement, notre boulot aussi, c'est de porter déjà des voix qui ne sont pas portées sur le devant de la scène publique. C'est de faire vivre le débat à notre niveau. Après, vient qui veut là-dedans. Mais le rôle du média aujourd'hui, le rôle des médias, quand on voit ce qui se passe, c'est compliqué, mais notre rôle aussi, c'est de pouvoir informer les gens autrement et leur donner des clés de compréhension et des clés de réflexion. Voilà, si on se borne à regarder le mainstream, concrètement, on n'apprendra absolument rien, on aura juste en prime un lavage de cerveau. Voilà, donc c'était vraiment cette idée de Putsch, et ça a plutôt pas mal marché parce qu'il y a aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens, et ça, c'est quand même un petit espoir dans cette morosité, dans ce monde, dans ces temps sombres qui sont là, de se rendre compte qu'il y a quand même pas mal de gens qui aujourd'hui ont le déclic pour aller chercher d'autres sources d'informations et mieux comprendre pourquoi ils sont dans cette situation et pourquoi la France est dans cette situation. Donc à nous, après, de mettre en avant des gens qui ont une réflexion, qui sont pertinents, qui sont pas du tout mainstream, qui passeront pas sur le plateau mainstream parce qu'ils ont des choses à dire qui vont pas plaire à l'oligarchie, et c'est notre boulot de le faire. Voilà pour cette présentation. Et donc la question que j'ai envie de vous poser suite à ce que vous avez dit, est-ce que vous avez l'impression que 2018, les Gilets jaunes, le début des soulèvements des Gilets jaunes, il y a eu un basculement, c'est-à-dire en termes de censure et aussi en termes de soif de la part d'une partie de la population pour une information alternative?
Très, très clairement, c'est un basculement, les Gilets jaunes. Vraiment, ce n'est pas qu'un mouvement populaire. C'est un véritable basculement. C'est-à-dire que les gens, pendant les Gilets jaunes, moi, j'ai fait les premiers ronds-points le 19 novembre 2018. À 7 heures du matin, j'étais sur les premiers ronds-points en Normandie. Donc, autant vous dire que le mouvement, je l'ai vraiment pris à la racine. Je suis allé sur les premiers ronds-points et je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un appétit pour se rendre compte et comprendre la situation dans laquelle étaient ces gens. Et ce qui est intéressant, c'est que vous vous rendez compte que souvent, je l'entends, et même moi, je le déplore, vous avez toute une série de gens qui ne veulent pas comprendre, qui font ce que j'appelle, vous savez, les autruches et les tubes digestifs, qui ne veulent pas comprendre, qui se sentent très éloignés de la politique, alors que la politique, en ce moment, tape à leur porte avec l'inflation et tout ce qu'on voit en ce moment sur la France. Mais vous vous rendez compte que dans des crises populaires comme celle-ci, il y a des gens qui, à un moment donné, par l'appel du ventre, veulent comprendre. C'est-à-dire que la paupérisation et le déclassement fait qu'il y a des gens aussi qui basculent dans une forme de réinformation. Ils veulent s'informer, ils veulent comprendre surtout qu'est-ce qui se passe dans ce pays. Voilà. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que moi, c'est sous ce prisme-là que je vois la crise des Gilets jaunes. C'est-à-dire que j'ai vu des gens qui me l'ont avoué, j'en connais plein. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai des Gilets jaunes qui sont des très bons amis à moi. Et je les ai vus évoluer. Je les ai vus évoluer. Pour certains, je les ai vus. Là, je parle des Gilets jaunes canal historique, hein, les Gilets jaunes des 6 premiers mois. Il y a des gens qui ont vraiment se sont pris en main et ils ont bouquiné, ils se sont intéressés et ils ont compris. Et c'est une véritable reprise en main citoyenne d'une partie de la population qui était déclassée économiquement, qui était déclassée aussi culturellement. Il faut jamais l'oublier. Dans le déclassement, vous n'avez pas que l'économie, vous avez le culturel aussi. Vous avez le culturellement. Donc, il y a des gens qui ont été délibérément déclassés économiquement, mais aussi qu'on a délibérément, volontairement, abrutis pendant 30 ans, scrupuleusement, consciencieusement, pour éviter que ces gens deviennent des citoyens, simplement pour en faire des tubes digestifs, parce que je l'avais déjà dit à plusieurs reprises, il est beaucoup plus facile de diriger les tubes digestifs que des citoyens. Et ces gens-là ont basculé, et on l'a vu après dans les crises successives. On l'a vu notamment avec la réforme des retraites en 2019, après on a vu pendant la crise sanitaire également. On a vu des gens qui ont commencé à se renseigner, qui ont commencé à ouvrir les yeux sur une politique globale, bien entendu. Et là, on le voit aussi maintenant, et je pense à un degré beaucoup plus important, mais ça, on ne le saura qu'à posteriori, parce que là, on commence un mouvement social, un mouvement populaire, de grande ampleur, et je vois déjà autour de moi ce que je voyais pendant les Gilets jaunes dès le début du mouvement, en novembre 2018, je commence maintenant à le voir là. Je commence à le voir, il y a des gens qui disent pourquoi. Comment vous les avez vus évoluer? Parce qu'à un moment, il y avait justement un problème de leadership, ça s'est un petit peu, disons, divisé et étiolé. Est-ce que vous avez assisté à ça? Est-ce que vous avez été déçu? Non, parce que alors c'est pour ça que c'est intéressant quand je vous dis l'histoire. Moi, j'ai la chance d'avoir un père prof d'histoire et j'ai beaucoup lu les textes, notamment de la Révolution, parce que c'est intéressant et pas que la Révolution. Je lis beaucoup Patrice Ganifet là-dessus sur la Révolution française, c'est un très bon livre que je vous conseille d'ailleurs, Révolution française au pluriel chez Plomb-Perrin. Et vous vous rendez compte qu'en fait, dans les mouvements populaires, ça se passe toujours comme ça. Vous avez des factions au bout d'un moment. Vous avez des leaders, vous avez des porte-parole, non, mais des leaders qui se dégagent. Et vous le savez, la révolution mange toujours ses enfants. Donc, on a bien vu que pendant les Gilets jaunes, il y avait ça aussi. Mais aussi, les Gilets jaunes ont été tellement déçus, tellement trahis par la classe politique, la classe médiatique, la classe économique, qu'ils ne voulaient surtout pas de représentants. À tort, mais on le dit à tort maintenant. Mais quand vous êtes sur les ronds-points le 19 novembre 2018 et que vous y restez, j'ai fait des réunions clandestines dans la salle des bars, dans le Vaucluse, dans plein d'endroits, il y avait des véritables réunions citoyennes. C'était assez puissant comme réunion, même s'il y avait 20 ou 30 personnes dans des arrière-salles de bars clandestines où le rideau était fermé, dans des petits villages du Vaucluse. C'était assez intéressant parce qu'on se rendait compte qu'il y avait véritablement une émergence citoyenne de gens qui voulaient comprendre, qui avaient des idées, qui posaient des idées plus ou moins intéressantes, mais il y avait une émulation. Et je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, à la lumière de ce qu'on sait du mouvement aujourd'hui, et à la lumière de ce qu'on sait des mouvements populaires beaucoup plus larges dans l'histoire de France, c'est toujours la même chose. Mais il faut bien comprendre aussi que les Gilets jaunes, laissez français moyen, parce que le Gilet jaune ne veut rien dire en lui-même. C'est le français déclassé, c'est l'artisan, c'est l'ouvrier, c'est des gens comme ça qui étaient sur les ronds-points. J'ai même eu des médecins sur les ronds-points. Alors pourquoi ? Comme quoi, le groupe était extrêmement hétérogène. Et je veux dire par là, c'est qu'ils ne supportaient plus d'avoir une représentation quelle qu'elle soit. Voilà. Et ça, c'est le début de l'effondrement de notre contrat social. Parce que finalement, il s'est mis en place un sentiment de trahison très profond. Et concernant les médias, sur les premiers ronds-points, j'ai entendu parler de merdia. J'entends parler de merdia en novembre 2018.
Donc, ça voulait dire beaucoup de choses, les médias. Ça voulait dire les gens qui, finalement, sont les perroquets du pouvoir et qui ressortent les éléments de langage et qui essayent, finalement, d'aller dans le sens du pouvoir pour éloigner, invisibiliser, mépriser le bon peuple qui se retrouve dans Paris ou sur les ronds-points et qui commence à faire tanguer le pays sérieusement. Voilà. Donc, le sentiment de trahison, il est là. Mais il se concrétise là. Mais le vrai sentiment de trahison, les Gilets jaunes, ça vient d'où? Les Gilets jaunes, ça vient aussi du viol démocratique de 2005. Rappelez-vous du traité constitutionnel. Bien sûr. 2008, le traité de Lisbonne, le viol démocratique de la droite et la gauche, d'un commun accord au congrès de Versailles où tout le monde a bien voté avec son petit doigt, en passant au-dessus la souveraineté populaire. L'archétype même, c'est le référendum. Donc là, le basculement démocratique en France, nous sommes en 2023, mais il se fait déjà en 2005. Il y avait les premiers prémices avant, 92 Maastricht, on a vu les premiers prémices, bien entendu. Mais là, 2005, c'est le basculement. Et la classe politique aujourd'hui, c'est la théorie, c'est le syndrome de l'astre mort. Ils brillent encore, mais ils ne savent pas qu'ils sont déjà morts, concrètement. Quand je parle de mort, je parle de la légitimité politique. C'est que je parle de la légitimité politique, de cette classe politique. Quand vous voyez, on en parlera probablement de la réforme des retraites, quand vous voyez la droite, des Retailleau ou les Verts qui viennent nous faire des leçons de morale sur la réforme des retraites, alors qu'eux-mêmes ont été les artisans du viol démocratique de 2008 avec Sarko, ces gens-là me font bien rigoler. Vous voyez, donc pour revenir aux Gilets jaunes, c'est là que tout commence pour moi. C'est vraiment où les gens prennent conscience que même le référendum, il n'est pas respecté. Même la sacro-sainte souveraineté des Français, elle n'est pas respectée. Donc la légitimité politique n'est plus le peuple, pour le peuple, par le peuple. C'est ça la réalité. Voilà, pour moi, c'est comme ça que je situe ce mouvement. Et comment vous le sentez, ce mouvement aujourd'hui? C'est-à-dire, comment ça se constitue? Quelles sont les prémices de ce que vous sentez aujourd'hui? C'est passionnant et effrayant. J'aime bien utiliser ces deux mots. Pourquoi? Parce que vous aviez les Gilets jaunes. On vient en parler assez longuement. Vous aviez cette France périphérique. Et aujourd'hui, c'est bien au-delà du mouvement syndical. Parce que quand vous avez 1,5 million dans la rue, disons, tiens, il y a 10 jours, je veux dire, aujourd'hui, quel syndicat peut mettre 1,5 million de personnes dans la rue? Aucun syndicat peut le faire. Aucun syndicat. Et mardi, vous aurez encore plus de monde dans la rue. J'en suis convaincu. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous, la mondialisation heureuse qu'on nous a vantée pendant des années et des années. Rappelez-vous du ruissellement d'Emmanuel Macron. Ça va ruisseler. L'argent va ruisseler, braves gens. Mais l'argent n'a jamais ruisselé et la mondialisation est malheureuse, elle est même catastrophique. C'est un charnier de vie humaine, la mondialisation, de vie humaine de Français moyens comme je suis, dont je me revendique. Et d'ailleurs, j'habite en France, j'habite dans la France périphérique et avec plaisir et détermination et délibération. Mais je veux dire par là, c'est que ce mouvement aujourd'hui qui se passe, vous avez donc les syndicats qui sont opposés à la réforme des retraites. D'ailleurs, on aurait les mésententes sur les soignants suspendus, mais bon, c'est une autre histoire. Et aujourd'hui, vous avez aussi la classe moyenne qui n'était pas encore impactée par les Gilets jaunes. Et je connais dans mon entourage des gens qui ont été très durs avec les Gilets jaunes pendant des mois et des mois, très très durs avec eux. Aujourd'hui, ces mêmes gens, avec le déclassement rapide, les délocalisations, les désindustrialisations, le prix de l'énergie, le saccage, la liquidation de la France par la trahison de nos élites, ces gens aujourd'hui sont en train de basculer à leur tour dans la paupérisation, voire même dans la pauvreté. Donc, qu'est-ce que ça donne? Quand vous avez une inflation, comme c'est le cas aujourd'hui sur certains produits alimentaires de base, à plus de 30%, je pense que nous avons tous fait ici l'expérience des supermarchés ces 2 derniers mois. C'est absolument un scandale. C'est inacceptable, c'est inadmissible ce qui se passe en France. Eh bien, vous avez forcément des gens qui sont déclassés, mais qui continuent, qui eux aussi arrivent sur la pente du déclassement. Donc, ils viennent faire quoi? Ils viennent s'agréger. Oui, il y a une classe moyenne là qui se déclasse aussi, c'est pas uniquement les Exactement. classes. Et je vais vous faire une confidence. J'ai déjeuné très récemment avec un magistrat qui m'a dit, qui m'a dit, je me sens aussi déclassé en termes de pouvoir d'achat. Et ça fait plusieurs fois que je connais ou que je croise des gens qu'on appelle les CSP+, pour parler en Startup Nation, qui me disent maintenant, oui, maintenant je fais attention. Maintenant, je me sens déclassé. Maintenant, je ne peux plus partir en vacances comme je faisais avant. Et c'est assez récent, c'est à quelques mois, c'est même quelques semaines. Donc, ça veut dire que la paupérisation accélérée de ce pays, à cause de la mondialisation qui nous tue, à cause, on en parlera, de cette folie encore de cette Union européenne qui est en train de nous saccager depuis 30 ans, mais alors là, à vitesse grand V, les gens sont en train d'être paupérisés à une vitesse qu'ils n'imaginaient pas. Parce que la réalité, c'est que quand vous vivez au jour le jour, que vous êtes un tube digestif, une autruche que vous ne pouvez pas voir ou que vous estimez
que la politique ne vous touchera pas, que la politique n'aura aucune influence sur vous, c'était se tromper. C'était se tromper. Aujourd'hui, c'est ces CSP+, on va dire, plus près de la classe moyenne que les autres, qui sont en train d'être déclassés. Donc, on en revient aussi au très bon bouquin de Jérôme Sainte-Marie, ce bloc élitaire ou le bloc aspirationnel, cette espèce de classe politique, il y a toujours cette classe, de CSP+, de cadres supérieurs, pour parler français, qui a pensé qu'Emmanuel Macron allait servir leurs intérêts et qui aujourd'hui se rend compte que Emmanuel Macron n'en a rien à foutre, désolé de le dire, et finalement, de par cette politique, commence à vraiment, une nouvelle fois, déclasser. Donc, ils sont en train de rejoindre qui ? Le bloc populaire. Et ce bloc populaire, pour répondre à votre question, il est de plus en plus compact. Mais la crise est tellement dure, tellement violente, tellement brutale qu'elle touche les gens de plein fouet aujourd'hui. Des commerçants, des entreprises qui ferment, des industries qui ferment également, là, avec le télétravail, avec toute autre chose, les délocalisations, pardon. Ces gens commencent à se retrouver, ils sont en train de se rendre compte que ça va plus du tout. Donc ce mouvement-là, il va falloir le voir. On peut jamais prédire ce qui va se passer. On peut pas le savoir concrètement. Personne ne peut le savoir, mais c'est toujours bien de se référer à l'histoire pour peut-être donner des éléments de réponse et avoir des pistes de réflexion. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les Gilets jaunes d'hier vont être rejoints et sont déjà rejoints par des gens qui les méprisaient probablement ou qui n'avaient rien à faire. Et ajouter à ça les syndicats, ça peut donner quelque chose de très explosif. Et si je peux terminer là-dessus, ce qui est intéressant, c'est que cette réforme des retraites, aujourd'hui, pour moi, c'est la lutte finale. Cette réforme des retraites, parce que c'est beaucoup plus important que la réforme des retraites en elle-même. C'est la lutte finale entre le peuple français qui a compris ou qui est déclassé et une oligarchie qui joue pour ses intérêts. Voilà. Donc, grosso modo, si Emmanuel Macron et la classe politique, pas dans son entièreté, parce que ce serait faux de le dire, mais dans sa grande majorité, arrivent à faire passer de force la réforme des retraites avec les 49.3, des 47.1, des 58.2, parce qu'ils veulent le faire passer, ils n'ont pas le choix. Eh bien, ça sera véritablement une grande défaite. Et Emmanuel Macron, derrière, il aura vraiment le champ libre. Il a déjà fait, mais moins avec cette opposition populaire de la rue. Et je pense que c'est une véritable lutte à mort entre la France périphérique, qui est de plus en plus dense, et cette oligarchie qui ne travaille que pour les intérêts de Bruxelles et plus largement des Américains. Et ça, c'est intéressant, parce que c'est pour ça que je disais en début que c'était effrayant et passionnant, parce qu'on est vraiment aujourd'hui un carrefour d'une partie de la population qui est en train de comprendre ce qui est en train de se passer. Et même au-delà des syndicats, voilà. Non, je vous interromps pas. Non, non, mais à la limite, c'est pas extrêmement malin de la part du gouvernement ou même de l'Union européenne, et on peut aller plus largement, c'est-à-dire qu'ils vont trop loin. Donc justement, le mécontentement s'agrège, s'amplifie et s'agrège, et c'est pas, on pourrait penser que c'est pas extrêmement malin, parce qu'il s'agit justement de maintenir. Bon, pour passer à la. Oui. Ils sont pas malins. Hein. Vous savez, à l'Union européenne, c'est pas les couteaux les mieux aiguisés du tiroir. Hein. Parce que paradoxalement, il faut que ça aille plus mal pour qu'il y ait une prise de conscience et que ça aille éventuellement mieux plus tard. Alors, donc, moi, je pense qu'il y a un peu de cynisme de la part du gouvernement, très clairement. D'ailleurs, ils l'ont dit, il y a un article qui est paru la semaine dernière qui disait finalement, le gouvernement, en fait, quand même, ces gens sont des grands malades, vraiment. Ils misent sur le fait de l'essoufflement du mouvement. Rappelez-vous l'essoufflement du mouvement des Gilets jaunes, qu'on nous a sorti la même rhétorique et la même rengaine mi-décembre, alors que le mouvement a duré quand même un moment. Ils misent sur le fait que les gens soient trop pauvres pour pouvoir faire grève. Oui, parce que faire grève, si vous n'avez pas de caisse de grève, concrètement, ça peut être vite compliqué. Et aujourd'hui, avec une inflation, comme on en a parlé tout à l'heure, ne serait-ce que sur les produits alimentaires, donc ces gens-là, Mamie Vapote et consorts, la Joconde, éco-responsable du gouvernement, Agnès Pannier-Runacher et les autres, ils misent en fait sur l'essoufflement du mouvement, sur la précarisation des gens qui n'auront plus les moyens de faire grève parce qu'ils n'auront plus les moyens financiers pour manger. Et on en est là, donc eux, ils sont là-dedans. Et puis, pour en venir à l'Union européenne, eux, on en parle, je pense que les spectateurs les connaissent. On a eu, rappelez-vous, on a eu les GOPE, les grandes orientations de politique économique, et puis ça s'est appelé après le six-pack, et puis le semestre européen, et puis tout ça, ce sont des réformes structurelles. Eux, ils s'en moquent. Ils ont dealé un plan de relance pendant le Covid. Et ce plan de relance pendant le Covid, où on a laissé un peu les pays membres tranquilles avec les 3% du déficit de Maastricht, que personne ne sait d'où ce chiffre est sorti, peu importe. Là, maintenant, il passe à vitesse supérieure. Je vais vous donner un exemple. En Belgique, à côté de chez nos voisins belges,
ils avaient jusqu'au 13 janvier pour la réforme des retraites, sinon ils ne touchaient pas les 860 millions d'euros d'aide du plan de relance. On est chez vous. Et je lis déjà, j'imagine, on dit, et en plus, nous, on est largement excédentaire. Mais je ne voudrais pas rentrer là-dedans, je voudrais qu'on reste là-dessus. C'est-à-dire que l'Union européenne, elle a ses réformes structurelles, et je peux vous assurer, parce que quand on est un journaliste, d'ailleurs, c'est marrant, c'est entièrement marrant que quand on va sur les plateaux télé ou qu'on écoute les plateaux télé, avec beaucoup de difficultés, je ne vous cache pas, personne n'en parle. Personne ne parle de l'injonction de Bruxelles à faire cette réforme des retraites. Ah oui, on vous dit, mais ce n'est que des recommandations. Mais ces gens se moquent de nous. Ces gens se moquent de nous. Ces gens ne le travaillent pas, ces gens ne lisent pas les traités. Il suffit de lire les traités. Il faut lire le traité du fonctionnement de l'Union européenne. Il suffit de lire le semestre européen qui est en ligne partout, qui est disponible, qui est traduit en français. Je veux dire, par là, c'est qu'à un moment donné, on ment délibérément aux Français. Donc, on leur dit que c'est une réforme juste. Bon, on voit que ça marche pas. C'est Olivier Véran qui le dit. Malheureusement, je le dis souvent, mais Olivier Véran, je l'ai écouté par hasard parce que franchement, quand Olivier Véran parle, moi, je préfère faire la vaisselle quand il est là. Donc, c'est comme ça. Mais et on voit bien qu'à un moment donné, ces gens-là usent d'éléments de langage pour essayer de masquer la réalité de la situation. Et que on est incarcéré dans une idéologie qui est la suivante. Donc, Bruxelles, pour répondre à votre question, eux, ils se moquent en fait de savoir ce qu'il en est. Par contre, Emmanuel Macron, ce que j'appelle Manu Premier, lui, il a commandé des blindés Centaure, il a commandé 90 blindés nouvelle génération de gendarmerie et il a commandé 18 millions de grenades lacrymogènes GLFI et consorts. Donc, il sent bien, Manu, qu'à un moment donné, les Français, avec la pauvreté, ils vont avoir un sens d'humour de plus en plus approximatif. Concrètement, c'est ça qui se passe. Et on se retrouve là où les médias font pas leur boulot. On devrait dire, voilà, c'est comme ça, la réforme des retraites, c'est comme ça. Et vous n'avez pas que la réforme des retraites, parce que ça, personne n'en parle. Vous avez le 1er février la réforme de l'assurance chômage, qui va être un carnage social. C'est un véritable carnage social. On y ajoute à ça la casse du code du travail, le barème Macron. Vous avez là tous les éléments de l'ubérisation des gens. Vous avez là tous les éléments du déclassement des gens. Vous avez là aussi la volonté manifeste de casser les dépenses publiques, notamment dans l'hôpital. Si notre hôpital aujourd'hui se retrouve comme ça dans cette histoire-là, c'est que, à un moment donné, c'est une volonté, c'est marqué noir sur blanc. Je m'enfiaffe, comme on dit chez moi, dans mon héros profond, je m'enfiaffe ces traités européens et la volonté de baisse des dépenses de santé est marquée noir sur blanc. Donc, quand François Braun, Monsieur Chaussette, vous dit qu'il va refonder l'hôpital à partir de février, ces gens se moquent de nous parce que ce n'est pas le but. Le but, c'est la baisse des impôts de production, clairement. Et à un moment donné, c'est aussi ubériser énormément la société. Et donc, on se retrouve avec tout ça, là, et personne ne vous dit dans les médias, parce que ce sont les médias qui vous le disent, que c'est l'Union européenne. Donc, c'est pour ça, pour revenir au sujet central, c'est que cette histoire de la réforme des retraites, j'imagine que vous l'avez compris, c'est bien plus que la réforme des retraites. Si jamais Emmanuel Macron, j'ai dit ce que je pense, si jamais ça passe, ça sera vraiment tapis rouge là-dessus, parce qu'il n'y aura plus aucune limite, et puis c'est son dernier mandat, enfin, pour l'instant, on verra bien, espérons-le, j'imagine qu'il ne sera pas anticonstitutionnel, mais il pourra faire ce qu'il voudra pendant le temps qui lui reste. Par contre, s'il doit reculer sur cette réforme des retraites, d'ailleurs, un ministre a déclaré aujourd'hui, ce matin, que si jamais la réforme des retraites devait être retirée, le quinquennat était perdu. Mais c'est Macron qui est perdu. Si la réforme des retraites, il n'arrive pas à l'imposer aux Français, il est perdu, Macron. Et je suis convaincu que l'oligarchie va le torpiller. Oui, bien sûr, ça c'est évident, ça, il n'a pas le choix. Mais la question de la réforme des retraites, j'avais deux petites questions, c'est-à-dire elle est présentée de façon assez confuse. En fait, il y a un peu des discussions de bistrot autour de ça parce que personne ne sait très bien de quoi il s'agit. En fait, bon, évidemment, il y a peut-être déjà des ajustements à faire, tout le monde sera d'accord là-dessus. Mais il y a une baisse réelle des pensions, par exemple, j'ai entendu pour les instituteurs, enfin pour les professeurs. C'est très difficile d'avoir de la formation concrète. Je pense que là déjà, c'est pour ça que quelquefois il y a des débats qui sont sur pour ou contre, sans qu'on sache réellement de quoi ils retournent. Et ma deuxième question, c'est réforme des retraites, très bien, la droite la présente comme quelque chose qu'il faut faire depuis des années, comme quelque chose d'incontournable, mais quel est le coup d'après ? C'est-à-dire, parlons de la capitalisation, est-ce que c'est ça qui est en embuscade ? Bien sûr. J'avais oublié d'en parler, j'allais en parler, vous avez raison. Il y a la capitalisation derrière, il y a BlackRock derrière, il faut le dire. Enfin, à un moment donné, il faut que les gens le sachent. Larry Fink va voir Macron 2 ou 3 fois, Larry Fink ne se dépasse jamais, il va voir Macron. Bon, c'est des gens, il a eu BlackRock, il en a eu d'autres. La réalité, c'est quoi ? Oui, les Républicains, bien entendu. Les Républicains, ils sont pour la réforme des retraites, mais les Républicains, c'est un quarteron de mondialistes qui ne s'assument pas. Donc, ils me font bien rigoler, les Républicains. Et la question qui est la centrale aussi, vous avez raison. On ne sait pas. Alors, c'est la technique, vous savez, du fumigène. On vous balance un fumigène, on vous balance plein de chiffres.
Vous y comprenez absolument rien. Absolument rien. L'INSEE vous donne le taux d'inflation, puis vous comprenez, et puis le chômage. On nous dit qu'il n'y a pas d'argent, et puis on nous dit qu'en fait le corps. Il n'y a pas d'argent, mais quand il s'agit de payer McKinsey, il y a toujours de la thune quelque part. C'est ça qui est rigolo. L'ENA doit vous répondre que c'est une question de ligne budgétaire et qu'on ne peut pas mélanger les lignes budgétaires. C'est toujours la réponse. Oui, d'ailleurs, ils l'ont tellement pas mélangé que quand Bruno Le Maire ne savait même pas que McKinsey ne payait pas d'impôts en France. Donc, ils n'ont pas mélangé. À part leurs neurones, ils ne mélangent pas grand-chose. Mais je veux dire par là, c'est que moi, j'aime beaucoup. Je veux bien, vous avez raison de dire que moi, je pense que c'est de l'enfumage, littéralement. On va sur 64 ans, 43 annuités, on n'y comprend absolument plus rien, sans compter que ces gens nous mentent effrontément sur le chômage, que les radiations en 2022 ont été énormes. On vous vire de Pôle emploi. En plus de ça, on vous dit qu'il y a un taux de création d'entreprise énorme. Et ce qu'on oublie de vous dire, c'est qu'il y a plusieurs centaines de milliers d'auto-entrepreneurs qui gagnent 400 balles par mois. Donc, ces gens qui ferment très vite. Et il y a beaucoup de faillites de PME en ce moment aussi. Bien, c'est ce que j'ai bien entendu. Les tribunaux du commerce. Est-ce que c'est aussi, excusez-moi, je vous ai interrompu. Non, parce que je vais finir là-dessus. Je voulais finir là-dessus parce que je trouve que déjà, il y a beaucoup d'enfumage et de propagande parce que c'est de la propagande, il faut être clair avec ça, c'est de la propagande des médias mainstream là-dessus. Et en plus de ça, je vais finir là-dessus, on parle de la classe politique, on parle d'Emmanuel Macron ou des LR. Ils ont vraiment de beaux jeux, les LR. Ils sont vraiment des champions du monde. Ces gens-là, comme avec Macron, ils ont fracassé. On a parlé tout à l'heure du traité de Lisbonne. C'était un viol démocratique sans précédent. Et ça a amené notamment, et d'autres traités, la désindustrialisation de la France, les délocalisations. Donc, les boîtes s'en vont, notamment, prenez le cas de Bridgestone qui a fermé il y a quelques mois, qui était délocalisé avec des fonds d'investissement européens en Hongrie, en Pologne, pays que je connais bien parce que je suis en partie polonais et je connais aussi très bien la Hongrie. Donc, ces gens avec des fonds européens délocalisent en Hongrie, en Pologne, parce que ce sera moins cher en coût du travail. Vous laissez 900 personnes sur le carreau à Bridgestone, donc 900 familles, donc tous les emplois induits. Vous faites une friche industrielle, il y a un mouroir social, un chaos social total, et vous allez dire aux gens après qu'il va falloir qu'ils bossent à 64 ans et qu'en plus, ils vont avoir la réforme de l'assurance chômage qui va leur verser des indemnités de 30%. Donc, finalement, ces gens, avec l'Union européenne, ont détruit la France, l'ont fait passer sous les fauches codines du dumping social, ont détruit littéralement les emplois, ont tout vendu, ont dépecé la France et maintenant, ces gens viennent faire payer aux Français leur trahison en leur disant qu'il faut travailler plus longtemps pour sauver les comptes. Ces gens sont des escrocs et des menteurs. Il y a une forme de culpabilisation permanente en plus. Véritablement. Voilà. Alors, on peut dire que oui, parce que vous avez les cotisants. S'il y avait plus de gens qui bossent dans ce pays, si on avait gardé nos industries, si on avait gardé notre souveraineté sanitaire, si on avait gardé notre souveraineté alimentaire, si on avait protégé nos agriculteurs, ces gens seraient en train de bosser. Et on n'aurait pas besoin d'aller ergoter sur les plateaux mainstream, là, bien ouatés avec les petits costards, en nous disant que vous comprenez, oui, parce qu'avec le différentiel des retraités et des cotisants, ça va poser un problème. Mais ce sont eux qui nous ont fait les poches. Ces gens nous font les poches depuis des années. Ils nous trahissent, je le dis concrètement, et ils viennent nous expliquer aux Français que c'est encore à eux de mettre la main à la poche. Mais c'est pas sérieux. Ces gens sont pas sérieux. Et là, je finis par là. Normalement, un média dans un pays normal, démocratique et sain, les médias doivent lever les lièvres. Et c'est pas le cas. Voilà. Alors, les médias, venons-en aux médias. Vous allez nous commenter le fameux dîner des éditorialistes à l'Élysée qui, je pense, ont reçu des éléments de langage, évidemment, sur la réforme des retraites. Et quoi d'autre? Qu'est-ce que s'est-il passé lors de ce fameux dîner? Ils ont été sifflés comme des teckels des prairies luxuriantes. Ils sont allés la veille. On les a sifflés depuis le perron de l'Élysée. Ils sont allés à leur petit dîner, là. Ils étaient une dizaine face à Emmanuel Macron, Manu Premier. Et Emmanuel Macron leur a donné les éléments de langage à ressortir. Donc, c'est manifestement un journalisme de cours. C'est un journalisme asservi qui ne se cache même plus. Avant de prendre l'antenne avec vous, j'écoutais une célèbre éditorialiste qui défendait Olivier Dussopt sur la réforme des retraites, mais de façon... Je donne un exemple, après on reparle de ça. Cet éditorialiste qui parlait tout à l'heure d'une grande chaîne info, je vous assure, on ne vous dit pas qui c'est, vous fermez les yeux, vous l'écoutez. Vous pensez que c'est un porte-parole du gouvernement. C'est absolument scandaleux. Pour en venir à ce dîner, donc ces 10 journalistes s'assoient face à Emmanuel Macron autour d'un déjeuner. On imagine qu'ils n'ont pas bouffé chez Flunch, concrètement, peu importe, on passera là-dessus, je ne vais pas faire du populisme, mais quand même. Et finalement, Emmanuel Macron, qui voulait en plus, il faut le noter, que ça reste discret, il ne voulait pas que les journalistes disent qu'ils avaient déjeuné avec Emmanuel Macron.
Donc, il fallait que ça soit finalement des fuites ou des informations. En plus, ça les mettait en avant. C'est formidable. Et donc, ils ont sorti le lendemain matin dans leur canard, leur radio. Il y avait BFM, il y avait France Inter, il y avait les Échos, il y avait le Figaro également. J'en oublie, probablement, vous referez la liste très rapidement. Et ils ont sorti les mêmes éléments de langage sur leur radio et sur leur télé. Et après, ces gens sont venus, quand la polémique a commencé à éclater, ils sont venus nous dire avec des cris d'orfraie, oui, ça c'est toujours fait, tout le monde, c'est normal d'aller déjeuner avec le président, vous comprenez? Oui. Bien sûr que c'est normal qu'on ait un grand éditorialiste, d'aller déjeuner avec un président, mais pas sous le sceau du secret et pas pour ressortir derrière les mêmes éléments de langage. On a vu tous les mêmes éléments de langage partout, les mêmes titres. C'était absolument incroyable. Donc, ces gens, finalement, font les vierges effarouchées, mais la réalité, ce sont que du porte-parole du gouvernement. Et on le voit bien sur les plateaux télé, on ne va pas en parler des gilets jaunes, mais vous avez vu le traitement des gilets jaunes, ça a été un traitement dégueulasse, je suis désolé d'être un peu trivial et vulgaire, mais ça a été le cas. Et la réforme des retraites, si vous êtes contre la réforme des retraites, vous ne comprenez rien, on vous a mal expliqué, vous connaissez pas les enjeux, vous n'êtes pas très bien inséré dans la Startup Nation, vous n'êtes pas flexible, vous n'êtes pas fluide, vous n'êtes pas liquide pour bien s'adapter, épouser les formes concaves de la Macronie. C'est ça la réalité. Donc, on voit bien qu'à un moment donné, il y a une endogamie entre les grands éditorialistes et la classe politique. D'ailleurs, en ce pays, il y a combien de journalistes et d'hommes politiques ou de femmes politiques, peu importe, qui sont ensemble à la vie et comme à la scène, j'ai envie de vous dire. Et donc, il y a une véritable endogamie. Pourquoi il y a une endogamie? C'est ça qu'il faut réfléchir. Ça, c'est scandaleux. Moi, je pense que scandaleux, je l'ai déjà dit. Mais il faut essayer d'aller plus loin et comprendre pourquoi. Parce que ces gens-là vivent ensemble. Ces gens-là défendent les mêmes intérêts. Ils ont les mêmes intérêts de caste. Les gens qui sont éditorialistes, qui font 30 ou 40 000 euros par mois, vous imaginez bien qu'à leur manière, ils profitent de la mondialisation, ils ne subissent pas la délinquance, ne subissent pas la violence. C'est eux-mêmes qui habitent dans le 7e arrondissement à Paris ou dans le 8e, dans des grands appartements au 4e étage avec vue sur la Tour Eiffel et qui ont 4 digicodes pour commencer à accéder à leur cellier. Donc, vous imaginez bien que c'est un peu le fort à l'amour. Ils sont obligés de faire front ensemble, ils s'auto-défendent ensemble parce que c'est une caste. C'est dans ce sens-là qu'il y a une rupture du contrat social. C'est dans ce sens-là que la démocratie est perdue et c'est dans ce senslà que les temps qui nous attendent vont être très sombres. Et moi, je crains ces temps qui s'annoncent à nous parce qu'il y a une telle fracture, dans ce pays où il y a une caste manifestement qui fait ce qu'elle veut, qui est une impunité totale. Il y a encore une affaire qui est en train de sortir en ce moment par Mediapart, notamment à l'Élysée sur le député qui a une affaire notamment de prise de cocaïne. Vous allez voir, il faut creuser un peu l'affaire. Ça sent mauvais cette affaire, mais c'est tout le temps. Donc il y a ces affaires-là. Concrètement, on en a parlé tout à l'heure du McKinsey Gate, la presse, on n'en a pas parlé. L'Ubergate, on a enterré ça. Donc, on se retrouve que finalement, les gens, dans un pays sain, je le répète, il faudra avoir une presse qui fait son boulot et qui permette aussi de sortir des affaires et de faire un contre-pouvoir. Là, c'est plus le cas, on est une caste qui s'autoprotège. Donc, le déjeuner à l'Élysée, c'est typiquement l'incarnation même putride de la caste qui s'autoprotège et qui dispense ses éléments de langage et son idéologie mondialiste, progressiste. Et ça, c'est un problème parce que maintenant, les Français, ce qui a changé, c'est que les Français s'en rendent compte massivement. Et ça, c'est une véritable remise en cause de notre contrat social, remise en cause de notre modèle politique, et surtout la remise en cause de notre modèle démocratique. Et ça, c'est le plus terrifiant. Parce que ce qui pourrait advenir derrière, personne ne peut le prédire, mais ça pourrait mal finir. Voilà. C'est vrai qu'on a un peu l'impression qu'un scandale chasse l'autre et que c'est un peu désespérant parce qu'il y a une sorte d'habitude qui se crée. Est-ce que vous voulez commenter aussi le scandale des Twitter Files? C'est pareil, on n'en parle plus beaucoup ces derniers temps. Est-ce qu'il y aura un Twitter File français? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se profile ou pas? Peut-être, bien sûr. Les Twitter Files, et bien entendu, c'est un scandale aussi, bien entendu. Moi, j'ai été la victime. On m'a supprimé les comptes Twitter. Donc, je sais ce qu'il en est, la liberté d'expression, parce que les Twitter Files, c'est ça. C'est la capacité de verrouiller l'information, c'est la capacité, sous couvert de complotisme, de conspirationniste et consorts, de verrouiller la parole discordante et de ne laisser la parole qu'à ceux qui sont dans le camp du bien,
qui sont légitimes à prendre la parole, qui sont légitimes à prendre finalement la place dans la bonne cité respectable, dans laquelle l'oligarchie de l'endogamie sont reines et rois. C'est ça la réalité. Donc ceux qui sont en dehors, ceux qui portent une autre voix, comme dans n'importe quelle démocratie, parce que je pensais que la France avait ce beau privilège de la dispute. Et là, nous ne l'avons plus aujourd'hui, la dispute. Si vous êtes dans la dispute, vous êtes forcément soit dans le camp du bien, drapé dans la vertu, voilà, tel d'Artagnan, sinon vous êtes l'affreux conspirationniste, l'affreux complotiste, l'affreux nationaliste, l'affreux je ne sais trop quoi, en permanence. Vous savez, c'est l'épidémie de hist et de isme en permanence. Donc les Twitter fans, c'est finalement que ça. Donc l'arrivée aussi, bon, il y a eu Elon Musk qui est arrivé. On verra bien parce que moi j'ai pour habitude de jamais m'enthousiasmer. Vous savez, je commence à avoir un peu de bouteille, mais on verra bien comment ça va se passer. Mais c'est aussi l'incarnation de ce qui se passe dans ce monde occidental progressiste en déliquescence. C'est la parole du vrai et du bien, pratiquement totalitaire, et tous ceux qui sont contre cette parole-là, tous ceux qui vont à l'encontre de cette idée-là, sont d'affreux complotistes qu'il est bon, il est temps de jeter dans la fange humaine, dans les fosses de la fange humaine. Donc c'est un vrai problème. Mais vous voyez, on arrive à un tel niveau de décadence, de décrépitude, que moi je suis convaincu et je le déplore, je le déplore, que tout ça va très mal se finir, parce que je n'arrive pas à concevoir que un citoyen puisse accepter encore très longtemps ce qui se passe dans ce pays, concrètement, aussi bien politique que médiatique et que économique. C'est pas possible. C'est pas possible. Et une nouvelle fois, tout ça repose sur une chose très simple, et effrayante et terrible et inacceptable. Ce sont la trahison de nos élites, parce qu'elles ont trahi. Pourquoi? C'est mon analyse. On peut ne pas la partager, parce que je pense que depuis 30 ans, il y a eu un affaiblissement, il y a eu un abrutissement généralisé de nos élites. Voilà. Pour un coup des intérêts privés, la volonté de puissance et je ne sais trop quoi, arriver au pouvoir et le garder, mais finalement tout ça est bien loin de protéger les Français, donner une vision à cette nation, lui donner un cadre, protéger notre nation, protéger nos intérêts et pouvoir aussi converser et commercer avec les autres. Et pouvoir être au centre des relations diplomatiques comme la France l'a toujours été, et avec cette voie diplomatique qui portait. Aujourd'hui, elle ne porte plus. Elle ne porte plus. Emmanuel Macron, je suis même sûr que Brigitte, elle l'écoute plus. Alors, qu'est-ce que je lui dis? On a encore une dizaine de minutes peut-être avant de passer aux questions des téléspectateurs. J'avais envie peut-être de parler justement de cette distorsion du langage et des images dans un contexte un petit peu orwellien comme ça. Justement, on parle par exemple, il y a une expression que je trouve extraordinaire, c'est le plan de sauvegarde de l'emploi quand il s'agit de faire des clandestins. Ça, je pense que c'est une des plus belles illustrations de cette distorsion du langage. Et j'avais envie qu'on passe quelques minutes sur le fameux forum de Davos, parce que là, nous avons une distorsion des images aussi assez magnifique. Enfin, il y a quelque chose, on se croirait dans un mauvais James Bond ou dans une parodie de James Bond. Alors, il y a un nouveau média aussi qui est sur place là-bas, dont vous pouvez peut-être parler un petit peu, et qui fait des images assez savoureuses et aussi assez consternantes. Ils ont couru, par exemple, alors c'est un média évidemment qui est qualifié de complotiste et de droite ou d'extrême droite, je ne sais plus. C'est un média canadien dont la rédaction paraît déjà très diverse ethniquement. Enfin, on n'a pas l'impression d'être sur Fox News, ni sur je ne sais quoi. Donc il y a deux séances que vous pouvez peut-être nous commenter. Il y a déjà la chasse. Enfin, ils ont passé 20 minutes autour de Greta Thunberg, qui est quand même assez... C'est assez, comment dire, je trouve pas l'adjectif, mais c'est vrai que c'est une gamine qu'on a toujours vue extrêmement en colère. Là, elle passe son temps à ricaner. Oui. Ce à quoi elle répond aussi qu'elle passe sa vie à ricaner, paraît-il, parce qu'on lui demande est-ce que vous êtes mal à l'aise. Elle ne répond à aucune question, et même des questions tout à fait sérieuses. Et puis après, il y a parce que tout ça, il y a plein de petites maisons, il y a BlackRock, bien sûr, il y a tous les médias sont là avec c'est comme une espèce d'exposition universelle. Puis il y a la maison Ukraine aussi, dont on pourra parler. Mais c'est un peu le marché de Noël du web, du monde occidental. Le marché de Noël, chacun a son petit chalet et chacun fait son petit business avec son petit vin chaud trempé dans du caviar. Enfin, je rigole, j'exagère, je force le trait, mais vous comprenez ce que je veux dire. Voilà.
Ouais. Ouais, on peut Alors, en il y a parler, eu oui. Oui, Rebel News. Rebel News, effectivement, c'est un média qui cartonne là-dessus parce que c'est un média canadien, vous l'avez dit, qui va notamment à Davos. Ils ont suivi notamment le convoi de la liberté des truckers à Playboy au Canada. Ça, ils ont fait des d'accord. super images. Ils vont vraiment sur des choses comme ça. Et puis, ils sont très hargneux dans le sens où, notamment on a vu, vous avez parlé de Greta Thunberg, la Télétubbies de l'écologie, mais on peut aussi parler, il y a eu l'Albert Bourla qui a une séquence qui a fait des millions de vues, qui est sortie il y a une semaine, où ils suivent pendant 7 minutes ou 8 minutes Albert Bourla et il assène des questions en permanence. Ils Et sont Albert tous Bourla, très mal à l'aise quand même. C'est là où c'est un côté un peu faux James Bond parce que ils sont mauvais, quoi. ah oui, 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 oui. Ils pourraient Oui. répondre, ils pourraient s'en sortir. Ils sont très très mauvais. Ah ben je vous dis, je vous le répète, hein, l'oligarchie, c'est pas les couteaux les mieux aiguisés du tiroir, hein, concrètement, Bah, ils sont vraiment. doués pour d'autres choses. Enfin, en tout Et cas, ouais, ils ils sont sont doués pour relativement d'autres malins choses, sur d'autres choses. Mais là, mais c'est assez impressionnant. Et c'est marrant de voir effectivement qui partit, parce que c'est ça, Davos, c'est la réunion des grands de ce monde qui décide de ce qui va se passer dans ce monde. Quand on disait ça encore il y a 6 mois, 8 mois, on est-il les pires complotistes de la planète? Je suis désolé, quand les ministres de l'économie vont à Davos, quand on voit qui est à Davos, on comprend bien qu'à un moment donné, ces gens discutent pas de la couleur de la nappe. On comprend bien qu'à un moment donné, ces gens discutent des grandes orientations qu'ils ont envie de donner à ce monde. D'ailleurs, c'est même pas la gouvernance mondiale, c'est pas Emmanuel Macron. On a parlé récemment dans un discours, il a utilisé gouvernance mondiale. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est lui, c'est Emmanuel Macron. Donc on peut traiter Emmanuel Macron de complotiste. Hein, ça va être compliqué si on commence. Ça va être très compliqué pour faire de l'info. Mais je veux dire par là, oui, le forum de Davos, c'est quelque chose de très opaque. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir le déploiement de forces de l'ordre. C'est pratiquement 5000 réservistes qui sont mobilisés à Davos pour protéger Davos, qui est un petit village de Suisse encaissé dans une vallée. L'espace aérien est bouclé, enfin tout est bouclé. Donc on comprend bien qu'à un moment donné, les gens qui se retrouvent là, une nouvelle fois, ils viennent pas ergoter, pas palabrer sur la couleur de la nappe. Donc on est Alors, vraiment j'étais justement là-dedans. étonnée de Ouais. l'accréditation de cette chaîne Oui. Rebel News. Hein, ils sont là, Ben, ils sont bien. ils sont malins et d'ailleurs, je leur poserai la question, j'essaierai de leur poser la question parce que je suis beaucoup ce média et je l'aime bien parce que ça permet le matin de se mettre en fraîcheur. Vous voyez, quand on regarde Rebel News le matin, on se dit quand même qu'il y a quand même des journalistes qui font encore leur boulot et c'est toujours agréable, même pour moi, journaliste, ça me fait plaisir. Mais oui, c'est très bien qu'ils y aillent. C'est très bien qu'ils aillent. Bon, à mon avis, la prochaine fois, ils ne pourront même pas atterrir en Suisse. Mais bon, ça, c'est mon avis. Mais c'est bien de le faire. Mais c'est bien aussi de montrer ce qui se passe à Davos. C'est bien de montrer ce qui se passe à Davos. Et on voit bien qu'à un moment donné, Klaus Schwab, qu'on nous décrit comme un papy sympa qui est là finalement pour te servir des verres et tendre des verres de vin, on voit bien que ça va bien au-delà de ça. Je vous invite à aller voir les photos du G20 il y a 2-3 mois, on avait fait un article là chez nous sur Putsch. Il y avait Klaus Schwab, à un moment donné, s'est exprimé devant tous les chefs d'État comme s'il était lui-même le chef d'État. C'est assez saisissant de voir ces images, parce que les images parlent énormément. Quand on est journaliste politique, on se rend compte que le mec vient à la tribune et parle devant des chefs d'État. Donc on voit bien que son positionnement au niveau du monde entier, tout le monde, il est articulé avec beaucoup de monde, Klaus Schwab. On peut le déplorer ou pas le déplorer, c'est comme ça. C'est tout, c'est factuel. Donc, c'est vrai que des chaînes comme Rebel News aillent sur place et aillent pourchasser avec des micros des gens comme ça, c'est toujours intéressant. Vous aviez aussi des grands médias américains. Rebel News avait fait le même coup à des médias américains sur pas cette édition, mais celle d'avant, où ils les avaient trouvés dans la rue à des terrasses de café de Starbucks et ils avaient posé les mêmes questions à des rédactrices en chef. Qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous êtes partenaire de Davos? Quels sont vos liens avec Davos? Vous comprenez? Parce que quand un média comme Washington Post ou le New York Times a précisé, a vérifié, mais est partenaire, vous l'avez dit, avec un petit chalet au milieu de la communauté des disciples de l'argenterie mondiale, on comprend bien qu'il y a un souci. On comprend bien que quelle est leur relation, quel est leur intérêt à venir là comme un partenaire presque. Ce sont des partenaires. Donc, ça pose des questions. Ce sont des communicants, enfin, ce sont des communicants parce qu'il y en a un qui a une réaction assez violente d'ailleurs, même très violente. Donc, on voit bien que ce sont des communicants avant tout. On peut peut-être passer à cette escalade vers la guerre, enfin, en tout cas, cette escalade qui monte aujourd'hui. Alors, pour passer à ce sujet, j'avais envie quand même aussi de mentionner ce pavillon Ukraine qui est à Davos. Et sous le logo,
il y a marqué Holding Russia Accountable. Donc, il s'agit de faire payer la Russie Roadmap for Reparations for Ukraine. Ça veut dire il s'agit de comptabiliser les montants financiers. Enfin, là, il s'agit on est bien dans un forum économique et financier, donc il s'agit donc je trouvais que c'est peu aussi médiatisé. Mais voilà, donc je voulais savoir ce que vous pensez de cette montée crescendo. Là, on est dans une situation très compliquée, effectivement. En plus, donc ces gens-là, les Américains vont envoyer les chars Marshall. Enfin, les chars Marshall, ils sont pas encore faits, donc il va falloir commencer à les assembler. Donc ça va être un atelier Ikea pendant quelques mois déjà pour les chars Marshall. La France, c'est à peu près pareil. L'Allemagne aussi. Ça change, je crois, que d'après les chiffres que j'ai eus de certains journalistes, c'est 12 000 chars russes. Donc, on va leur envoyer 100 blindés en Ukraine. Bon, déjà, en termes de rapport de force, ça va pas amener grand-chose. Et puis, la réalité, c'est que, vous savez, je vous l'ai dit, j'ai une formation paternelle en histoire. Je ne crois jamais, vous savez, au manichéisme, au très, 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 très bon d'un côté et au très, 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 très méchant de l'autre. Voilà, cette guerre en Ukraine est beaucoup plus compliquée que celle-ci. Elle remonte à très longtemps, on le sait. Il y a eu les accords de Minsk. Il faudra en parler toujours, des accords de Minsk 2014, 2015. Il y a la main... respect des accords de Minsk. Il y a la main des Américains derrière qui font une guerre par procuration. Nous, on a Emmanuel Macron, on a Ursula von der... Vous savez, Ursula von der Textoleyen, celle qui devait envoyer des textos à Albert Bourla, qui était le PDG de Pfizer, on n'a jamais eu la source, peu importe. L'enquête est en cours, hein. L'enquête est en cours. Oui, t'inquiète. Et c'est pour ça que je regarde tous les matins, si jamais ça avance un peu, parce que ça fait longtemps que la médiatrice de l'Union européenne, Elisabeth O'Reilly, demande ces textos, on n'arrive pas à les avoir. Mais peu importe, je m'éloigne. Ursula von der Leyen décide à peu près de tout, d'envoyer des armes et d'envoyer des ci, d'envoyer des mi. Elle n'a aucun mandat, elle n'a été élue par personne, elle ne représente qu'elle-même. Emmanuel Macron, lui, jappe comme un petit chien en arrière, et lui aussi. Et d'ailleurs, on notera, moi je suis quand même très étonné qu'aucune opposition dans ce pays, aucun parlementaire dans ce pays n'ait demandé à un moment donné d'avoir une discussion au Parlement, un débat au Parlement devant la représentation nationale pour envoyer de l'argent, pour envoyer des chars, pour envoyer des armes, pour envoyer des canons César là-bas. Emmanuel Macron se fout de la démocratie comme une guigne. Donc ne serait-ce que si on veut avoir un point de vue franco-français, cette guerre est en train de nous crever, littéralement, nous Français, concrètement. Et en plus, Emmanuel Macron n'a aucun mandat populaire, aucun mandat souverain pour faire ce qu'il est en train de faire en ce moment. Aucun. Il décide de tout seul. Et cette escalade aujourd'hui, elle est de plus en plus inquiétante. J'avais l'habitude, moi, d'être un peu plus... pas optimiste, parce qu'il ne faut jamais être optimiste là-dedans. Quand on connaît les conflits du XXe siècle, il n'y a pas de quoi être optimiste. Mais je veux dire par là, je me rends compte, du moins, c'est des informations que j'essaie d'avoir à droite, à gauche, des deux côtés, mais on voit bien qu'il y a véritablement un emballement, ou à tout moins une escalade. Mais ce qui me gonfle, c'est que je suis un Français, j'aime mon pays, et je me rends compte depuis un certain temps, comme nous tous, j'imagine, que nous avons quelqu'un à la tête de l'État qui décide de tout, qui ne comprend absolument rien, qui est le vassal de l'Union européenne, je suis désolé, et des Américains, et qui le fait sans aucun mandat populaire. Donc, et vous avez vu, les sanctions se retournent contre nous. Aujourd'hui, se retourne contre nous. On le voit très bien. Ça, et puis on y ajoute à ce qu'on a évoqué pendant cette émission, la perte de souveraineté énergétique, alimentaire, de médicaments. Enfin, on pourrait empiler version Moussaka pendant un moment. Mais je veux dire, voilà. Donc cette guerre en Ukraine, moi, si je le regarde, quels sont nos intérêts? Qu'est-ce qu'on a à y gagner? Et surtout, qu'est-ce qu'on a à y perdre? Voilà, qu'est-ce qu'on a à y perdre? Donc c'est compliqué parce que là on est à la traîne de l'Union européenne, notamment des États-Unis. On essaye de faire plaisir à l'Allemagne, mais qui alors agit avec nous. Vous savez, le fameux couple franco-allemand, c'est le couple sadomaso et l'Allemagne qui n'existe pas. Ouais. Oui, c'est un couple sadomaso et nous on est à quatre pattes et c'est l'Allemagne qui tient le fouet, donc on est là-dedans. Et ces gens, ils sont reçus pour l'anniversaire du traité de l'Élysée il y a 3 jours. Et qu'est-ce qu'on a gagné? On a gagné quelques milliers de billets de train pour les étudiants français pour aller en Allemagne. Ces gens sont dingues. Ah oui. Ces gens sont... Non, mais oui, on en est là, quoi. On en est là. Et ils viennent le soir sur le plateau télé, la bouche en cœur pour nous dire ça, alors que les Allemands nous ont fait fermer les fesses. On va pas rentrer là-dedans parce que je pense que sur la chaîne, c'est suffisamment abordé. Mais voilà, moi, je suis très inquiet parce qu'une nouvelle fois, on voit bien qu'on a une classe dirigeante qui est va-t-en guerre comme c'est pas permis et qui surtout ne demande pas du tout l'avis à sa population, à son peuple,
pour prendre des décisions qui peuvent, à un moment donné, nous amener dans une co-belligérance. On y est déjà. Certains vous diront qu'il n'y a pas de définition exacte de co-belligérance. La réalité, c'est aujourd'hui qu'on fournit des armes et peut-être des chars. Voilà, l'Ukraine. Donc, moi, je veux bien, mais à un moment donné, il va falloir quand même se poser les bonnes questions. Et c'est surtout que nous n'avons pas les manettes. Nous sommes un peuple français sans manettes et avec quelqu'un qui fait absolument ce qu'il veut au détriment de notre sécurité. Au détriment de notre sécurité française et de notre prospérité. Enfin, vous allez me dire, on ne peut plus parler de prospérité aujourd'hui. Hein. On est vraiment dans une situation très compliquée. Voilà. Donc oui, c'est très, très grave. Et je pense que nous avons quand même des gens qui sont particulièrement inconscients et qui, je vais vous le dire, hein, pour certains, sont incultes. Incultes. Oui, c'est un problème majeur, l'inculture dans toute cette histoire. L'inculture et le... Ah oui, ça. Ouais. Quand vous voyez, quand vous faites la liste des Young Global Leaders, vous regardez un peu le niveau, vous avez compris. Avant d'aborder les questions des téléspectateurs, peut-être qu'on peut parler rapidement des chiffres de l'immigration qui explosent et peut-être justement essayer de sortir de tous les éléments de langage qu'on entend, c'est-à-dire la droite serait contre, la gauche est pour. On constate quand même que la droite est de plus en plus... Enfin, la droite, ça dépend quelle droite. Il y a une droite qui prétend vouloir lutter contre l'immigration, donc c'est la partie plus à droite des Républicains, le reste est assez silencieux. Le MEDEF est plutôt clairement pour. Et puis, il y a un discours aussi qui se dit, qui est autour du thème « on ne peut pas vraiment faire autrement ». Macron fait ce qu'il peut, mais c'est très difficile de gérer cette situation, qui, de fait, est gérée, par exemple, de façon assez pragmatique par le Danemark. Voilà, il y a une grande confusion aussi dans ce débat-là. Qu'est-ce que vous en pensez ? Une image récente qui date d'hier ou d'aujourd'hui, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, avec 2 générales avec des étoiles et 2 préfets pour s'exprimer sur la mort d'un chat écrasé par un TGV. Oui, j'ai vu ça rapidement. Voilà, donc c'est tout. On arrête d'en parler. Ça y est, c'est fini. On peut arrêter d'en parler. Ça y est, c'est bon. Vous avez votre alors le chat efface les chiffres, là, vous me dites. Comment ? Le chat efface les chiffres. Exactement, mais voilà, je veux dire, c'est une image que moi, je regarde ça, je me promène, je regarde ça sur Twitter, je vois Gérald Darmanin avec 2 généraux étoilés et 2 préfets qui vient nous dire qu'il est choqué de la mort du chat. Alors, ne pensez pas, chers amis, que je n'ai pas d'empathie pour les animaux de toutes sortes, à 4 pattes, bien entendu, au contraire. Mais vous imaginez ce que ces gens sont prêts à faire. Vraiment. Mais pour répondre plus précisément et donner mon analyse là-dessus, une nouvelle fois, ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent rien faire. Les Républicains n'ont rien fait. On rappellera que Sarko a été ministre de l'Intérieur, je me rappelle, rappelez-vous, puis il a été président de la République. Il n'a absolument rien fait. C'est d'ailleurs pour ça, c'est aussi pour ça que la droite a tout perdu. Parce que aussi bien sur la question de la souveraineté que l'identité, qui sont 2 concepts qui s'articulent parfaitement et qui ne peuvent pas aller l'un sans l'autre, Sarko a trahi les Français là-dessus, on en a déjà parlé tout à l'heure, et donc la droite est en train de continuer à en payer le prix. Et au lieu d'avoir des gens qui remontent la maison, non, on a des Retailleau qui veulent faire la réforme des retraites, on a des Retailleau qui sautent comme un cabri, on a des Éric Ciotti qui sautent sur ses talonnettes comme un cabri, on ne le voit même pas dépasser du pupitre, et qui nous dit que l'immigration, ils ne veulent pas sortir de l'Union européenne. Ils ne veulent pas sortir de l'Union européenne. Ces gens sont des menteurs. La réalité, c'est ça. Vous avez le traité d'Amsterdam et toute une sorte de traité qui vous lie à l'Union européenne. Ils ne veulent pas, même Marine Le Pen maintenant veut concilier, veut écouter la CEDH. Vous imaginez à quel niveau ces gens sont-ils arrivés? Alors, soit ils le savent très bien, dans ce cas-là, ils sont cyniques, soit ils ne le savent pas, mais là, il faut faire autre chose. Il faut faire autre chose. Il faut vraiment faire autre chose dans sa vie. Jardinier, je ne sais pas, faire ce qu'ils veulent, mais pas de la politique. Donc, il y a manifestement des grandes annonces, comme c'est depuis 30 ans dans ce pays, des grandes annonces sur l'insécurité, sur la délinquance, sur l'ultraviolence, sur tout ça. Mais ils ne peuvent absolument rien faire, parce que on va dire, Vidal, il continue avec son Union européenne, mais il suffit de lire les traités. Ils ont accepté aussi de ne pouvoir rien faire, c'est-à-dire que c'est aussi une acceptation et un projet idéologique quand même qui est accepté. C'est ça, je pense, l'ambiguïté quand on dit ils ne peuvent rien faire. Je pense que c'est très accepté. Et très... Oui, ils ne peuvent rien... Vous avez raison de le préciser, ils ne peuvent rien faire parce qu'ils ne veulent pas sortir du schéma dans lequel ils sont et de la camisole de force dans laquelle ils se sont mis tout seuls, et c'est même eux qui ont fini de serrer les derniers lacets. Voilà, mais à partir du moment où ils servent un projet qui est
principalement financier et économique. Il y a une demande constante de la part des forces économiques et financières pour plus d'immigration, parce que celui qui est arrivé hier est toujours moins cher que celui qui est arrivé avant-hier. Oui, bien sûr. Donc c'est c'est l'armée une du course en capital, avant hein, et à je court reprends une terme. expression célèbre, hein. C'est l'armée du capital, hein. C'est pas moi qui le dis. C'est la Hein. fameuse armée de réserve. Et ça, Voilà, c'est et un discours que la droite il faut ne veut pas écouter Georges entendre. Marchais. Hein. Il faut reprendre les Oui. déclarations de Georges Marchais. Hein. Et Georges Marchais, il n'était pas quand même pas trop à droite, hein. On est d'accord. Oui, mais justement, j'en parle souvent à des gens de gauche comme de droite, parce qu'alors de droite, résultat, on me traite de gauchiste si je parle de Georges Marchais qui était contre, bien sûr. Et les gens de gauche sont très mal à l'aise. Donc c'est pour ça que c'est assez marrant, parce qu'en fait, voilà, on tourne en rond des deux côtés. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est les Français qui en souffrent. Depuis quand tu C'est vrai. considérablement. Concrètement, aujourd'hui, il y a des zones de non-droit. Moi, je vais vous parler de la ville dans laquelle je vis, Montpellier. Montpellier, je le dis, est devenue une zone de non-droit. Le soir, vous ne pouvez plus sortir à Montpellier sans pour autant agrandir, augmenter le risque de vous faire agresser en plein centre-ville de l'Écusson. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et je suis sûr que nous avons tous des exemples. Nous parlons de Bordeaux, nous parlons de Nantes. Je peux vous assurer que Montpellier est devenu un véritable coupe-gorge le soir. Moi, sur Montpellier, j'ai un témoignage de quelqu'un qui s'est fait cambrioler 2 fois cette année dans une maison à Montpellier, dans le centre-ville, hein, mais dans une maison. Et il ne va même plus au commissariat parce qu'il va attendre 4 heures. Et vous avez un maire à Montpellier qui ne pense qu'à une chose, c'est faire des pistes cyclables de 2 km de large et végétaliser les abribus. Voilà. Voilà. Il est content. Voilà, donc c'est tout, c'est comme ça. Donc on est dans un déni politique, mais c'est toujours pareil. C'est la question que nous avions tout à l'heure sur l'économie, c'est la question que nous avions tout à l'heure sur la réforme des retraites. À un moment donné, quand la classe politique ne veut pas se prendre à bras le corps ces sujets et essayer de régler ces problèmes qui seront longs à régler, il ne faut pas se leurrer, ça va être très très long à régler, il va falloir faire changer beaucoup de choses, on est d'accord. Mais je veux dire par là, c'est que si les gens sentent qu'ils sont trahis ou que l'impuissance prédomine à leur destin, les gens un jour ne s'en laisseront plus compter. C'est toujours le même problème. Et ça, c'est le début du chaos. Et je le déplore. Ne vous méprenez pas sur ce que je dis. Je le déplore. Mais à un moment donné, de faire l'autruche et faire des déclarations et faire des coups de menton et aller s'apitoyer sur un chat qui s'est fait écraser par un TGV avec 2 S et 2 préfets, vous voyez bien qu'à un moment donné, ce monsieur n'est pas sérieux. Voilà. Par contre, quand il s'agit de frapper tous les gens... Cette histoire, en fait. Je n'arrive même pas à croire à ce truc. Ben voilà, vous allez voir. Hein. J'ai vraiment une... Ouais. Par contre, je finis là-dessus parce qu'il y a quand même quelque chose d'important. Par contre, que ce soit Christophe Castaner, que ce soit Gérald Darmanin, quand il s'agit de taper sur les Français qui manifestent, là, ils sont bons, par contre. Là, il faut respecter l'ordre. Il faut voir, pour avoir fait des centaines de manifs dans toutes les villes de France, que ce soit le convoi sanitaire, que ce soit les gilets jaunes, que ce soit la réforme des retraites, et maintenant les nouvelles manifs qui sont déjà passées, qui vont continuer, où je vais être bien sûr sur place, sur le terrain, je peux vous assurer que ça fait peur. Ça fait peur. Les déploiements de forces de l'ordre est considérable, avec une violence considérable contre les citoyens. Donc, il va falloir que tous ces gens se posent bien les questions. Alors que pourtant, la France avait déjà été justement condamnée par je ne sais plus quel organisme européen. Donc, c'est comme un peu étonnant d'être en situation de recommencer. Ils ont fait le nouveau schéma national du maintien de l'ordre, qui est un scandale absolu. Vous avez le Conseil d'État qui a interdit les NAS, et les NAS sont toujours en vigueur, à Paris notamment. Il est interdit de nasser les gens dans les manifestations. Vous pouvez rentrer dans une manifestation aussi facilement que vous pouvez en sortir. Et aujourd'hui, c'est plus possible. Amusez-vous à la prochaine manifestation Gilets jaunes. Vous allez voir ce que vous allez voir. Vous allez rentrer. Vous allez être obligé d'aller jusqu'au bout parce que plus personne ne voudra essayer de sortir. Et par contre, là, quand les Français manifestent, revendiquent, protestent contre une situation qui est inacceptable et que la manifestation est tout à fait légitime, là, par contre, on sait y mettre les moyens. On sort les canons à eau, on sort les LBD, on sort les cougars. Les cougars, c'est des espèces de trucs qui envoient les lacrymogènes, c'est des fusils qui envoient des lacrymogènes, pardon. Voilà, c'est des tubes, pardon, pour être plus précis. Par contre, là, on met le paquet, là. Là, il y a pas, Darmanin, il sait faire. Là, il sait faire. Voilà. On va passer aux questions. On me demande si je suis une gauchiste, justement, c'est intéressant. Il faudrait que les personnes précisent leurs questions parce que on me demande aussi si on pense que Barcelone pourrait devenir un exemple en Europe, mais ce serait bien que vous précisiez votre question, parce que justement, Barcelone, c'est un cas assez intéressant dont on pourrait parler, mais bon, il faut que la question soit plus précise. Question de KP491, comment Nicolas Vidal voit-il l'évolution du spectre politique français à moyen terme? Bon, on a un petit peu abordé ces questions-là, c'est un peu général, mais...
Bah, je peux répondre rapidement et merci pour votre question. Comme je disais, je vais répondre à cette question de façon très simple. Le problème aujourd'hui qui se pose, c'est la légitimité politique. Aujourd'hui, vous voyez le désamour français pour la politique, vous le savez, pour la classe politique, mais surtout pour les députés, parce que moi, c'est ça qui m'inquiète aujourd'hui, dire que beaucoup de gens qui ne croient même plus aux députés. Bien entendu, regardez le nombre de 49.3 qui sont passés. On donnera un exemple. Pourquoi les députés de l'opposition, le jour où Babette Borne ou pendant la crise sanitaire ou plus récemment, il aurait fallu à un moment donné refuser de siéger. Il aurait fallu bloquer par absence le débat démocratique et le travail parlementaire. À un moment donné, on ne peut plus accepter en tant que député que les gens viennent faire du 49.3 en permanence. Enfin, vous voyez, donc même les gens là, maintenant, et ce qui est intéressant, pour répondre à ces questions, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui en France savent ce que c'est le 49.3. Alors qu'il y a 2 ans en arrière, pas beaucoup de monde. Voilà. Et maintenant, les gens savent ce que c'est un 49.3. Ben, la plupart des gens, il ne faut pas exagérer non plus, mais je veux dire par là, c'est que les gens se sont politisés énormément. Et par contre, assez étrangement, pas étrangement parce qu'on sait pourquoi, vous avez notamment une perte de légitimité politique, même de la représentation nationale, du mandat de député. Et quand vous n'avez plus ça, vous n'avez plus de corps intermédiaires qui sont valables. Les syndicats excommuniés. Le million de gens qui est allé la semaine dernière ou il y a 10 jours en manif, il n'y a pas que des syndicalistes, il y avait beaucoup de citoyens. Il faut quand même bien faire la différence, parce que je le disais, aucun syndicat peut mettre 1 million de gens dans la rue, c'est pas possible. S'il n'y a pas de citoyens, les syndicats font pas 1 million, peu importe. Et vous avez donc plus d'un corps intermédiaire, vous avez la figure du député qui est censé être l'opposition, l'opposant et le mandat le représentant de la population, qui lui aussi discrédité, décrédibilisé. Qu'est-ce qui vous reste? Il vous reste la rue. Voilà. Donc le spectre politique, voilà où il est. Je pense que malheureusement, pour nous tous, il reste la rue. Voilà. Et donc Raffarin vous dit que la rue est une petite fraction du peuple, que ce n'est pas le peuple. Il l'a dit hier chez BFM. Voilà. Raffarin, grand démocrate lui aussi. Raffarin, oui, bon, Raffarin, d'accord. Pat Napoli vous dit: nous sommes nombreux à avoir conscience de la malfaisance des dirigeants, mais on est seuls, chacun de notre côté. Comment nous regrouper? Ah ben ça, après, c'est une question de lutte populaire. C'est une question qu'on me pose très, très régulièrement. Souvent, on me dit, mais comment faire? Vous savez que, je crois que, alors, chers amis, je pense que là, à partir de la semaine prochaine, vous allez avoir quelques opportunités, hein, à mon avis. S'il y a une manif près de chez vous, je pense que vous ne devrez pas avoir de mal à trouver une manif. Hein. Des marches au flambeau, des retraites au flambeau, des manifs, des blocages, des machins et tout. Après, c'est chacun. Moi, je ne suis pas là pour vous dire ce qu'il faut faire. Je vous dis simplement que se regrouper, je reviens à ce que je disais il y a 3 minutes, le million de personnes ou le 1,5 million de personnes qui s'est retrouvé dans la rue le 19 janvier dernier, c'était des gens probablement comme vous, qui ne sont pas syndicalistes, pas des syndicalistes, pas militants, rien du tout, mais ils ont vu qu'il y avait une manif, il y avait un jour, un lieu, une horaire, ils y sont allés. Tout simplement. Donc, ça revient à ma question. Ça revient à ce que je disais. Les syndicats sont incapables de mettre 1 million ou 1,5 million de personnes à la rue. Par contre, il y a beaucoup de gens comme vous qui ne savent pas comment faire, mais qui se sont dit, tiens, une manif à côté de chez moi, je vais au moins aller manifester ou au moins faire acte de présence pour montrer à ce gouvernement que je ne suis pas d'accord. Voilà. Il faudrait peut-être une meilleure communication, c'est d'ailleurs sur les manifs, parce que ce que je vois, beaucoup de gens se plaignent, par exemple, les manifs menées par Florian Philippot c'est un peu un appel que je fais, sont pas toujours communiqués, le lieu de rendez-vous est pas toujours très très bien communiqué, ça ce serait vraiment très très efficace à mon avis de s'améliorer là-dessus. Séphiracis, Monsieur Vidal, aimez-vous de plus en plus votre métier? Quand avez-vous perdu confiance dans votre corporation? Oh ben, c'est une très bonne question. Moi, j'adore mon métier. Et demain matin, je vais être encore plus amoureux de mon métier que ce matin. Donc là, vous avez ma réponse. Après, quand j'ai perdu la corporation, je vous le disais rapidement, quand j'ai créé mon média BSC News, on en a parlé au tout début d'émission. J'ai une artiste en tête, je crois qui est morte depuis, mais j'ai pas de problème avec elle. Mais Juliette Gréco, je me rappelle, elle avait sorti un album il y a bien des années et elle était passée sur tous les plateaux télé. Donc, pour en revenir à votre question, finalement, les journalistes et elle et d'autres, parce qu'aujourd'hui c'est des acteurs, c'est des machins, c'est des milliers. J'ai elle en tête parce que ça m'avait frappé. Je l'avais tellement vu pendant une semaine partout que je me suis dit ça, c'est vraiment un plan de promotion. La réalité, c'est que oui, j'ai perdu au fur et à mesure. J'ai perdu au fur et à mesure l'espoir d'avoir des médias qui font
font leur boulot. Concrètement, c'est au fur et à mesure. Je l'ai vu, moi, là où j'ai basculé, ça avait les gilets jaunes. Pourquoi j'ai basculé? Parce que je faisais les manifs toute la journée, que je passais mes journées sur les ronds-points dans les manifs, et que le soir, je regardais ce que faisaient les médias mainstream, et que ce qu'ils disaient, je l'avais pas du tout vécu dans la journée. Et puis, je peux même aller plus loin. Je suis allé sur des ronds-points où vous aviez des médias mainstream qui choisissaient très précisément les individus qu'ils allaient interviewer. Très précisément. Ils les castaient de manière à ce que les gilets jaunes passent pour des imbéciles. Voilà. Il prenait le mec le plus excessif du rond-point, alors qu'il y avait 2000 personnes. Il prenait il tournait, je le voyais tourner autour des ronds-points, il cherchait le plus excessif, ou celui qui avait le plus bête, le plus. Voilà, qui s'exprimait, ou alors qui avait un défaut physique, ou je ne sais quoi. Vraiment, je les ai vus le faire. Il leur donnait la parole, il les balançait le soir à 20h. Donc, forcément, comme ça, vous décrédibilisez un mouvement. Vous décrédibilisez les Français. Voilà, c'est du mépris de classe, c'est même du racisme de classe. C'est considérer que ces gens sont inférieurs à vous. C'est ça la réalité. Donc vraiment, là, moi, je l'ai vu avec les Gilets jaunes. Véritablement, j'ai basculé parce que j'ai vu comment ils bossaient sur le terrain et là, je me suis dit, franchement, c'est malhonnête de leur part. Très malhonnête. Mais il y avait un but, hein. Il y avait un objectif. Quentin vous demande qu'est-ce qui vous donne de l'espoir dans le futur de votre profession? Ce qui me donne l'espoir dans le futur de profession, c'est vous ce soir-là, avec nous. C'est pas plus compliqué que ça. C'est des gens il est 10h moins 10, on est vendredi soir, et vous êtes là à poser des questions. Donc, si vous êtes là à poser des questions, c'est que vous vous intéressez, vous avez envie d'en savoir plus, vous avez envie de découvrir, vous me connaissez ou pas, vous me connaissez pas, mais peu importe, vous avez pris sur votre temps perso pour être ce soir-là et poser des questions. Voilà, ça, pour moi, c'est le plus important. Parce que c'est vous, ceux qui sont abonnés à Putsch, ou ceux qui sont abonnés à d'autres médias, vous faites des dons à droite à gauche, vous vous abonnez, vous parlez de nous, vous repartagez. Et ça, c'est intéressant parce que, franchement, s'il n'y avait pas ces communautés autour de nous, la mienne ou d'autres, on ne pourrait pas vivre, on aurait arrêté. Parce qu'on a besoin de financement. Et si on veut être indépendant, c'est aux lecteurs ou aux gens qui nous soutiennent de nous financer à hauteur d'1 euro ou d'un abonnement ou d'un machin. Et pour répondre très précisément à cette question, le fait que vous soyez là, c'est déjà un espoir parce que je me dis, il y a quand même des gens qui ont envie d'entendre des trucs, qui ont envie de réfléchir, qui ont envie de passer un temps avec des interviews, des choses comme ça. Et je trouve que c'est extrêmement, c'est réjouissant, vraiment, c'est réjouissant. Voilà. Je le dis comme je le pense. Merci, c'est encourageant. KP 491 vous demande par quelle catégorie du peuple Nicolas Vidal pensez-vous que le changement profond interviendra? Alors, ça, c'est une grande question. C'est une grande question parce que avant vous aviez, si vous voyez l'histoire de la Révolution, avant on avait quand même cette idée de finalement il y avait le peuple dont je fais partie, les prolos dont je fais partie aussi, et vous aviez une bourgeoisie et l'aristocratie. Donc c'était cette lutte incessante entre la bourgeoisie et l'aristocratie. Aujourd'hui, ça va forcément venir. Alors est-ce qu'il y a une partie des cadres supérieurs qui ont compris, mais ils sont en minorité. Et aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, c'est que, et on en revient toujours à De Gaulle, parce que De Gaulle disait finalement que la classe populaire avait la triple nationale et que la classe bourgeoise était abâtardie. Eh bien, c'est la réalité. Parce que la classe bourgeoise, comme elle a pu, à un moment donné, profiter de la mondialisation, elle s'est totalement vidé le cerveau. Elle est allée passer des vacances en low cost à Bora Bora ou je ne sais où. Elle a pu acheter, elle a pu consommer, elle a pu ikaïser sa vie. Voilà, elle a pu profiter de son argent. Donc, elle s'est boboisée et elle s'est vidé le cerveau. Donc, elle a lutté pour l'écologie responsable. Alors, elle-même, qu'elle prenait l'avion en première classe lounge pour aller à New York. Bon, vous voyez, c'est toutes ces incohérences-là. Donc, finalement, cette classe bourgeoise qui était censée structurer la société, qui était censée aussi avoir une conscience de classe et prendre soin à sa mesure, à sa manière de la classe prolétaire, et c'est elle qui constituait le terreau finalement d'une nation, comme elle s'est abrutie en grande partie depuis 30 ans avec cette mondialisation qu'on leur a vendue, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, cette classe, ces CSP+, on pensait que Macron serait bien entendu leur sauveur et leur pourvoyeur de richesse, ce qui n'est pas du tout le cas. Eh bien, elle en a oublié ça, et aujourd'hui, moi je pense que effectivement, ça viendra très certainement de cette classe moyenne. C'est la classe moyenne déclassée de laquelle peut venir la lumière ou du moins la solution, très clairement.
très clairement. Après, j'ai pas la science infuse, mais on verra. Peut-être qu'on idéalise un peu la classe bourgeoise d'avant. Je pense que c'était à la Oui. marge qu'elle avait une conscience de classe, Mm. enfin une conscience, pardon, un sens social, en tout cas, très à la marge. Elle avait beaucoup plus que maintenant, en tout cas. Ça, c'est évident. D'ailleurs, il y a un très bon papier de Pierre Vermeuren dans le Figaro il y a 3 jours là-dessus. Il parle vraiment de ça. Et c'est extrêmement intéressant de lire Vermeuren là-dessus. Et c'est pour ça qu'effectivement, voilà. Et vous avez raison de le dire. Il faut aussi dire que moi, je n'idéalise pas le peuple dans son ensemble. Voilà. Il n'est pas une question d'idéaliser. C'est à un Oui, moment idéaliser donné. personne. Voilà, il ne faut pas idéaliser, dire à un moment donné, moi, je suis. Il y avait des débats, en effet, intéressants dans le Figaro Ouais. sur ce qu'est la bourgeoisie. Hein. C'est un Oui, sujet oui. intéressant, justement, parce C'est qu'il y avait très plusieurs intéressant. auteurs et c'était intéressant. Mais c'est vrai que par essence, la bourgeoisie s'adapte. C'est ça qu'on peut dire quand même. Bien Elle sûr. s'adapte là où ses Mais intérêts. elle s'est vraiment, abrutie, si cette classe. Parce que moi, aujourd'hui, c'est la bourgeoisie, c'est vraiment c'est une partie de la classe supérieure. Voilà, c'est vraiment la classe supérieure qui, à un moment donné, a accédé à ce qu'on appelle l'élite aspirationnelle, qui pensait, à un moment donné, monter les échelons et arriver, toucher peut-être du doigt cette élite dont elle rêve en permanence. Elle veut en être. Donc, oui. Elle veut en être, mais elle ne le sera jamais. Elle ne le sera jamais, parce que tant que ce ne sera pas Bernard Arnault, elle ne le sera jamais. Ils ne veulent pas comprendre, mais c'est comme ça. Voilà. Rockroots, qu'est-ce que l'UE a gagné dans cette guerre? Ils ne font pas ça sans raison, en sachant qu'on ne mettra jamais la Russie à genoux, peu importe l'escalade ou l'enlisement du conflit. Qu'est-ce que l'UE a gagné dans cette guerre? Bon, elle n'a pas gagné grand-chose parce qu'elle est en train. Elle n'a pas gagné grand-chose. Qui a gagné? C'est qui a gagné? Les États-Unis? Enfin, a gagné, je précise. Elle n'a rien gagné parce que elle n'a rien gagné du tout. Elle n'a rien gagné du tout parce qu'elle est sous la férule des États-Unis. Et puis c'est toujours pareil. Il faudrait encore, pour répondre à la question qu'est-ce qu'elle a gagné, il faudrait qu'elle ait une conscience collective d'État membre. Elle n'a pas de conscience collective d'État membre. Pourquoi elle n'a pas de conscience collective d'État membre? Parce que l'Union européenne n'est pas un espace politique, est un espace marché, est un grand marché, l'Union européenne. Donc vous avez des gagnants et des perdants. Donc en ce moment, tout le monde y perd. Je vais vous donner un exemple pour savoir ce qu'elle a perdu. C'est l'Allemagne qui donne la température. L'Allemagne, depuis 3 ou 4 mois, avec le prix de l'énergie, puisque vous savez que l'Allemagne est très dépendante de la Russie, l'Allemagne a depuis quelques mois, depuis on va dire novembre-décembre, des émissaires de Washington qui sont en train d'essayer de faire venir tous les gros industriels allemands de la Ruhr, de la Bavière et surtout de la Ruhr, pour qu'ils viennent s'installer en Floride pour bénéficier des tarifs de l'énergie beaucoup plus bas. Donc, vous voyez qu'elle n'a rien gagné parce que ce sont des intérêts privés. Pour savoir ce qu'elle a gagné, il faudra encore, je vous le dis, qu'elle ait une conscience d'avoir un groupe politique. Elle n'a pas de groupe politique. Il n'y a aucun groupe politique. Chacun tire et a eu et a dit. On l'a vu pendant la crise sanitaire. On l'a vu maintenant avec la crise économique. On l'a vu avec le plan de relance. La réalité, c'est que chacun tire la couverture à soi et que c'est l'Allemagne qui a toujours été au plus gros poste des commissions européennes. Et d'ailleurs, vous savez où se trouve la BCE, je vous le donne en mille, où est le siège de la BCE. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, c'est les Américains qui tirent les marrons du feu et que les Américains sont arrivés à ce qu'ils voulaient arriver, c'est mettre à genoux l'Union européenne. Voilà, tout simplement. Et il y a aussi beaucoup d'intérêts financiers, il y a des délocalisations qui vont vers. Bien sûr, vous avez des groupes aujourd'hui qui veulent. La reconstruction de l'Ukraine, il y a des gens qui vont prendre des parts et des positions dessus, ça c'est sûr et certain. C'est évident, mais ça s'est toujours passé comme ça. Et ne pas vouloir le croire ou le nier, je veux dire, ça confine à la bêtise. Hein, c'est tout. C'est vrai, mais ça, il y a très peu d'articles là-dessus. C'est vrai que ça, c'est très opaque. Même les affaires qui se font, par exemple, les dossiers, les fameux dossiers de Hunter Biden, tout ça est complètement. Ah oui, ça c'est. Mais bon, s'il y avait que ça, il y a beaucoup de choses à dire sur ce qui se passe en Ukraine, notamment avec les terres agricoles. Enfin bon, on n'a pas le temps de parler de tout ça. Je pense que cette question, on vous l'a déjà posée. KP491, comment vous voyez l'évolution du spectre politique français à moyen terme? Je pense qu'on l'a. Croyez-vous que l'armée pourrait un jour faire quelque chose malgré le fait qu'il y ait de la corruption dans leurs hautes fonctions? Corruption ou en tout cas généraux qui tiennent trop à leur étoile. Vous savez, ce que je sais de l'armée, je veux dire que vous montez en grade aujourd'hui parce que vous savez courber les chines. Hein. Oui. Donc, si vous savez courber les chines, voilà, vous avez votre réponse.
Vous savez, c'est à peu près pareil que dans toutes les grandes institutions, hein. Vous montez quand vous savez courber les chines. Mais est-ce que l'armée est Voilà. divisée? Est-ce qu'il y a une partie de l'armée qui... Alors, il y avait la tribu, rappelez-vous, il y avait la lettre des généraux, Oui, il y avait Place des Armes, notamment, avec plusieurs généraux, notamment qui étaient en retraite, que j'avais reçu d'ailleurs dans Putsch, pour le coup. Bien sûr qu'il y a des gens dans l'armée qui sentent bien qu'il y a un souci dans ce pays, bien entendu. Bien entendu, mais vous savez, je vous répète ça, à des niveaux à des tels niveaux, il faut courber les chines. D'ailleurs, je vous invite pour peut-être, si vous avez un moment dans le week-end, vous allez acheter en librairie le livre de Paul-Antoine Martin, La caste d'État, et je l'ai reçu d'ailleurs sur Putsch, sur ma chaîne YouTube. Voilà, il le dit très bien, il était un fonctionnaire, il a travaillé notamment avec beaucoup de hauts fonctionnaires, et il montre comment les hauts fonctionnaires se cooptent les uns après les autres, se filent des postes les uns après les autres, et il le dit, pour monter, il faut, je suis désolé, je vais le dire, il faut fermer sa gueule. Mais Voilà, il y a eu de voilà. nombreux livres sur le sujet. Il y a eu Vincent Oui, Jobert il y a eu aussi, Vincent et en Jobert que j'ai reçu fait, aussi, oui, oui. Les Voraces, très bon ouais, livre à lire, Les oui, Voraces. entre autres, ouais, je crois. Yeah. Mais en Ouais. fait, on dirait que chaque fois, ça fait un peu des ronds dans l'eau. Enfin, c'est-à-dire, ces livres, finalement, ont peu d'impact, j'ai Mais l'impression. il sédimente, il sédimente, il sédimente. Ils sédimentent, sans Vraiment, doute. il sédimente, je Ouais. vous assure. Il sédimente. Ouais. Mhm. C'est difficile de se donner une idée, mais ça sédimente. Ouais, ça, je peux vous le dire. Bon, tant mieux. Renard 83, comment vous pensez que l'on puisse, comment pensez-vous qu'on puisse changer de système politique pour un système réellement démocratique? Ça, c'est Il n'y a la rien à question. changer dans le système. Alors, je vais choquer quand je vais dire ça. Mais ce n'est pas le système qui est à changer. Ce sont les élites. Ce sont les élites à changer. C'est des discussions qui sont passionnantes parce que c'est ça la représentation démocratique. Il faut bien faire la distinction entre les outils que nous avons et l'utilisation et les gens qui en font l'utilisation. Je le dis souvent, la 5e sous De Gaulle est une chance, la 5e sous Macron est un péril. Et vous avez les mêmes outils. Oui, mais il y a aussi question de la proportionnelle, les deux Oui. tours aussi, les deux tours. Par exemple, au Danemark, il n'y a qu'un Ouais. tour, donc les deux premiers partis sont obligés de faire alliance. C'est quand même. Ouais. Mais vous avez raison sur les outils à modifier Mais la réalité, c'est que si nous avions une classe politique éprise, amoureuse de sa nation, qui avait envie de faire le bien collectif, le bien commun et tout, vous auriez déjà les outils très clairs. Regardez le référendum. Est-ce que c'est pas l'élément ultime, le référendum? C'est l'élément ultime de notre civilisation démocratique. Je l'appelle même une civilisation démocratique. Et ils l'ont violé. Ils l'ont violé délibérément. Et les mêmes, je l'ai dit tout à l'heure, qui l'ont violé en 2008 par le Congrès de Versailles, viennent aujourd'hui nous expliquer encore sûrement maintenant sur certains plateaux qu'il faut faire la réforme des retraites et que finalement la rue, c'est pas le peuple. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est une question passionnante et qui mériterait une émission entière là-dessus. Vraiment, et avec des spécialistes. Mais concrètement, je suis pas convaincu. Déjà, vous commencez à sortir de l'Union européenne, ça sera déjà pas mal, parce que quand vous avez 80% des lois qui émanent de Bruxelles qui sont votées à l'Assemblée, déjà, oui, vous comprenez... ça d'accord, mais comment on arrive à ça? C'est vrai que comme il n'y a pas de référendum et qu'il y a un système de vote qui finalement favorise toujours le candidat, on dirait le candidat de l'oligarchie, enfin, j'ai pas envie d'utiliser les termes trop, mais c'est quand même un peu ça qui se passe. Il y a quelque chose qui fonctionne pas complètement. Eh ben, nous aurons probablement la réponse dans quelques semaines ou quelques mois. Voilà. Parce que là, aujourd'hui, on arrive à la fin. On est dans une impasse politique, là. Hein. On est dans une véritable impasse politique. Hein. On a la crise économique, la guerre à la porte. On a quand même la crise, on sort de la crise Covid. Je veux dire, on a quand même un sacré nombre de problèmes qui se sont accumulés, qui ont laissé voir quand même l'état de ce pays et l'état de notre classe politique et de l'oligarchie, parce que moi, là, pour le coup, je l'emploie de l'oligarchie, très sincèrement. Là, maintenant, tout est sous la table. Hein. Tout a été mis à plat. Tout a été mis à plat. Tout a été mis à plat. Quand un président fait la guerre et qu'il est incapable, et il demande pas au peuple ce qu'il veut faire, quand il veut pas sortir du marché européen de l'énergie, qu'il est capable d'envoyer 300 000 entreprises ou 400 000 entreprises à l'abattoir parce que monsieur veut pas sortir du marché européen de l'énergie, parce qu'il veut pas froisser l'Allemagne, parce qu'il veut pas froisser la Commission européenne et parce qu'il veut pas commencer à entamer le début de Frexit, ou des foules de choses que j'oublie délibérément, peu importe. Je veux dire, on arrive dans une impasse politique aujourd'hui. Et j'en parlais tout à l'heure. Où sont les corps intermédiaires? Ah oui, les syndicats sont là. Oui, les syndicats, ils sont juste là aujourd'hui pour donner une heure de manif. Hein. C'est tout.
parce qu'ils n'ont jamais eu aussi peu d'adhérents. Donc, vous voyez, on est dans cette impasse politique et on ne sait pas de quel côté la pièce va tourner. Donc, la question, effectivement, qu'est-ce que vous croyez, qu'est-ce qu'on pourrait faire ou qu'est-ce qui serait bien de faire ou bon d'avoir pour sortir de cette impasse et retrouver un pays à peu près serein où on puisse voter et élire des gens qui nous représentent et préserver nos intérêts? Oui, mais aujourd'hui, quelle incarnation? Quelle incarnation pour les gens? Quelle incarnation? Alors justement, nous avons encore 2 questions. La question de Renard 83, croyez-vous à une disparition possible de l'Union européenne? Si oui, comment cela pourrait-il advenir? Ah ben, de toute façon, ça va forcément arriver. D'ailleurs, alors je vais reciter un auteur, mais parce que je trouve, je lis beaucoup, et il y a des gens qui sont beaucoup plus spécialistes que moi sur les questions. Il y a Alain Falento qui a sorti un livre sur sortir de l'Union européenne, ou 30 bonnes raisons de sortir de l'Union européenne d'Olivier Delorme. C'est Alain Falento et Olivier Delorme. Allez lire, c'est très bien. Vous avez 2 livres là qui sont très faciles à lire. Que vous venez d'interroger d'ailleurs, que vous venez d'interviewer Alain Falento. Oui, Alain Falento, je l'ai reçu hier soir dans Putsch, très intéressant. Après, il y a plusieurs trucs, c'est-à-dire que le marché européen de l'énergie, par exemple, c'est une catastrophe absolue. Regardez, le Portugal et l'Espagne sont sortis provisoirement, mais le provisoirement va commencer à devenir plus que provisoire. Regardez notamment la Hongrie et la Pologne, ils ne sont jamais passés la monnaie unique, ils sont toujours en zloty, en forain. Il n'y a que la Croatie qui a fait la grosse boulette de rentrer dans l'euro à partir de maintenant, peu importe, mais il y aura à un moment donné une explosion. Il y aura une explosion. L'euro ne peut pas tenir comme ça. L'inflation est à un taux de folie. La BCE, vous avez les taux, vous avez la BCE, vous avez tout. Ça peut arriver d'à peu près n'importe où. Ça peut arriver d'à peu près n'importe où. Et ça peut arriver aussi, et je répète, si Emmanuel Macron ne fait pas passer cette réforme des retraites, vraiment, il faut quand même les gens, il faut bien avoir ça en tête. Vous avez la réforme de l'assurance chômage, bon, ça, il est arrivé à la faire passer. Mais la réforme des retraites, c'est sa réforme cardinale. Par exemple, si Emmanuel Macron n'arrive pas à la faire passer, je le dis, l'oligarchie le torpillera. Parce qu'il n'aura pas rempli sa feuille de route. Parce que Macron, c'est qu'un DRH, un cost killer, c'est un tueur. Il est là, on lui dit, il y a 1000 personnes, il faut en virer 800. Donc, tu démerdes comme tu veux, tu me les vires. Voilà. Et lui, il fait ça en France. Donc, il faut le mettre en place, il le met en place. Si jamais il n'y arrive pas, l'oligarchie le torpillera. Et une nouvelle fois, on ne sait pas de quel côté la pièce va tomber. Parce que ça voudra dire qu'une partie des Français auront quand même envoyé un sacré pied de nez à l'Union européenne. Et ça sera un gros coup d'arrêt. Donc, ça peut arriver d'à peu près partout, mais c'est pour ça que là, pour le coup, je vous renvoie vraiment à Falento, à Alain Falento, aux éditions Riposte Laïque, ou à Olivier Delorme, 30 bonnes raisons de sortir de l'euro. Allez lire ça. Ils vous expliquent, eux, puisqu'ils ont une vision économique beaucoup plus fine que la mienne, et je l'avoue bien humblement, beaucoup plus fine que la mienne. Et ils expliquent dans quel sens l'euro, la différence de transaction entre les euros différentiels et tout, ça paraît compliqué, mais c'est vraiment très simple. Et vous allez voir, eux, comment ils vous l'expliquent. Mais bon, moi, Olivier Delorme part du cas grec, je crois que c'est le premier. Ah oui. Eh ben, c'est ça, en fait. Voilà, vous lisez dans mes pensées, malgré le duplex. Mais voilà, moi, ce qui me fait peur aujourd'hui, c'est que la France de 2023 pourrait devenir la Grèce de 2015, lorsque la Grèce a été liquidée par la Troïka, BCE, FMI, Commission européenne. La baisse des salaires des fonctionnaires 30%, la fin des hôpitaux publics avec des maladies qui avaient disparu, qui sont revenues, des gens qui ont été au chômage, des bank runs, des gens qui couraient dans les banques pour récupérer de l'argent. Donc concrètement aujourd'hui, je pense que les économistes avec qui je parle, notamment Philippe Meurer ou Falento, me disent que j'ai pas complètement tort, voire qu'il était envisageable peut-être d'avoir un cas à la grecque pour la France, même si la France, c'est pas la Grèce par rapport à ça, mais je veux dire, et puis elle est centrale, la France. Donc si la France, à un moment donné, venait à faire défaut, ou pas à faire défaut, je l'espère pas, bien entendu, mais ou du moins porter un coup d'arrêt au mémorandum européen ou au semestre européen, ça pourrait largement exploser. Il faut aussi savoir que l'Allemagne, quand même, est dans de sales draps. Je parle même pas de l'Italie. Voilà. Oui, parce que la Grèce a pu s'effondrer sans finalement qu'il y ait de conséquences pour l'Union européenne. Oui, parce que la Grèce n'était que la Grèce. La Grèce n'était que la Grèce. Mais la France prend dangereusement la pente de la Grèce, quand même. Une petite question qui vient d'arriver, on va y répondre un peu rapidement. Et après, j'ai une belle question pour clore. D'accord. Alors, Gros Tonton Game, franchement, ils ont des noms, c'est quand même pas facile pour moi. N'est-ce pas un cercle vicieux, les élites faisandent le pays, du coup les gens se désintéressent de la politique. C'est vrai qu'il y a en même temps une sorte de désintérêt et en même temps j'ai l'impression une renaissance de l'intérêt. C'est un peu les deux. Peut-être les deux en même temps. C'est intéressant cette question parce que oui, c'est ce qu'on pourrait penser. Mais oui, mais en fait les gens en fait, c'est la question du savoir, c'est les gens s'intéressent pas à la politique, mais la politique va s'intéresser à eux.
Et quand ces gens, même malheureusement en ce moment, ne peuvent plus acheter des courses, ne peuvent plus faire les courses, ils doivent se restreindre dans l'alimentation, ils n'auront plus rien dans le frigo, ils vont rapidement comprendre que c'est de la politique. Rapidement comprendre. Et là, ils vont chercher les responsables. Et là, leur sens de l'humour va devenir de suite beaucoup plus approximatif. Le frigo est le stade ultime, oui. Voilà. Et vous savez ce que je vais répondre à votre question avec une citation qui m'a été dite sur un rond-point. Le deuxième jour du rond-point Gilets jaunes, c'était 20 novembre 2018. Un gilet jaune qui était là et qui a dû rester longtemps sur les ronds-points m'a dit, de toute façon, nous ne serons pas plus nombreux parce que les Français n'ont pas encore assez faim. Voilà pour répondre à votre question. Oui, en effet. Pour clore, nous avons une question de Quentin, je pense. Comment pouvoir se former efficacement de nos jours à la compréhension de la politique ? C'est une très bonne question. C'est ce qui fait que les gens suivent des médias comme les miens, ou comme les nôtres, comme les nôtres, comme le Cercle Aristote, comme Putsch, comme d'autres. C'est d'aller venir regarder, écouter, prendre des notes, aller acheter le bouquin qui vous a paru le plus intéressant le lendemain matin, se plonger dans les trucs, mobiliser du temps pour se renseigner, mobiliser du temps pour comprendre, mobiliser du temps pour tout ça, parce que ça doit être un effort, ça doit être une initiative personnelle aussi. Les gens, il y a une initiative personnelle parce que moi, je ne remets pas tout sur les élites. Et c'était un peu le sens de votre question aussi tout à l'heure. Mais il y a quand même des gens aussi qui se sont désintéressés de tout ça parce que ça a été l'hédonisme du jogging, l'hédonisme de Ikea, l'hédonisme de Darty, l'hédonisme de Auchan le samedi après-midi, et on préférait faire ça plutôt que de se renseigner, parce que c'est plus simple. Aujourd'hui, un Français en moyenne, il passe 3h45 devant la télé par jour. Donc, si ce Français-là, il commençait un peu à se renseigner, et si ce Français-là, il était sur Cercle Aristote, regarder les vidéos du Cercle Aristote, ou venir voir les vidéos de Putsch, ou lire des articles sur Putsch, ou d'autres médias que je connais bien, qui sont des copains, eh ben peut-être il comprendrait plus rapidement la situation dans laquelle il est. Mais une nouvelle fois, je termine là-dessus. Les gens avec le frigo vide, ce cheminement, ils vont le faire très vite. Ils vont le faire très très vite. Vous allez voir, ça va être très rapide. Parce que quand il n'y aura plus rien à bouffer dans le frigo, je peux vous assurer que ça va être très vite. Et ça commence maintenant. Moi, j'ai des témoignages. Et c'est dit ça, je vous ai cité tout à l'heure un magistrat, l'aveu d'un magistrat sous couvert bien sûr, de confidentialité. Et je connais des gens dans mon entourage aujourd'hui qui commencent à sacrément avoir du problème. Et c'est pas des gens à la rue, c'est des gens qui ont des boulots, qui bossent et qui ont des enfants. Et ils commencent à avoir de sérieux problèmes aujourd'hui pour finir les fins de mois. Alors que pendant les Gilets jaunes, ils étaient à l'aise. Voilà. Très bien. Écoutez, Nicolas Vidal, je pense que ça a été un bon moment pour tout le monde. Il est 10h10, on a largement dépassé tellement il y avait de choses à dire. Bon, mais tant mieux. J'espère que ça vous a convenu et merci en tout cas de votre invitation au Cercle Aristote, à toute l'équipe qui a permis la bonne tenue de ce duplex en tout cas. Voilà, c'était très sympa de votre part. Et j'espère peut-être à bientôt. À très très bientôt. Une prochaine émission. Merci beaucoup en tout cas. Merci à tous et passez une excellente soirée. Et puis je vous dis. Alors je m'adresse aux téléspectateurs. Là, je dis à tout le monde bien sûr de fréquenter assidûment notre site cerclearistote.fr et tous les médias sociaux afférents. N'hésitez pas à nous fréquenter assidûment, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a eu des abonnements? Je ne sais pas, là je n'ai pas les informations, donc je suis désolée pour les abonnements. Je ne vais pas pouvoir citer qui que ce soit pour le moment, à moins qu'on m'envoie quelque chose tout de suite. Sinon, Nicolas Vidal, je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Merci encore 1000 fois et à très vite. Merci beaucoup. Bye bye, Vive la démocratie. Salut, bonne soirée à tous. Salut. Bonne soirée, au revoir. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.